Bon, j'ai essayé de vous mettre un titre un peu à la Gérald. On va parler d'organique aujourd'hui. J'ai appelé ça Organiquer le game ou comment toucher 10 milliards de personnes gratuitement. En fait, ce que j'aimerais. Enfin, il y a plein de sujets dont je pourrais parler aujourd'hui, puisque moi je travaille dans l'image et dans les réseaux sociaux. Et je me suis dit, le truc qui me semble le plus utile pour vous aujourd'hui, c'est vous enseigner l'expertise de l'organique. Alors l'organique, c'est quoi? C'est être capable de parler, de faire du buzz, de faire en sorte que les gens, ça les excite et de faire que ça puisse porter vos business. Est-ce que dans la salle, il y en a qui ont déjà fait plus de 100 000 euros par mois? Ok. Est-ce qu'il y en a qui ont plus de 100 000 followers sur les réseaux sociaux? Ok, personne n'a plus de 100 000. Vous connaissez votre reach? Est-ce qu'il y en a qui connaissent leur reach et qui font plus de 100 000 de reach par mois? Une personne? Ok, d'accord. Il y en a qui font plus de 100 000 euros de dépenses par an en paid? Ok, d'accord. Donc en fait, super. Donc, en fait, on n'a que des experts du paid dans la salle et zéro expert de l'organique. Donc c'est trop cool, vous allez voir que ça va peut-être débloquer un petit truc aujourd'hui. En tout cas, c'est mon intention. Est-ce qu'on arrive bien à lire là, c'est bon ou pas? C'est peut-être un peu petit, mais ok. Donc moi, mon intention, ça va être aujourd'hui de vous partager que des choses qu'on ne trouve pas sur Google. Ça, c'est une de mes premières intentions. Donc il y en aura peut-être 2-3 qui se trouvent sur Google, mais la plupart que je vais vous dire là, normalement, vous ne les trouvez pas en ligne. Changez votre mindset pour de bon. Ça, c'est un truc que j'adore. C'est que pendant cette conférence, à la fin, vous disiez « Ok, vas-y, tu sais quoi, je change ma strat » ou ça, je l'implémente dans ma strat tout de suite. Vous donnez des armes pour développer votre chiffre d'affaires, très concret. Donc, ce n'est pas juste de la théorie, même si je vais vous en donner. Je vais vous faire des images, raconter des histoires. Mais le but, c'est de changer votre chiffre d'affaires. Et éveiller votre curiosité pour qu'il puisse y avoir des questions et des réponses. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'interrompre quand vous voulez. Également, s'il y a une personne ou deux qui veulent faire une petite story, moi ça me permettra de flexer pour pouvoir dire que j'étais dans le meilleur mastermind de France. Et puis je vous renverrai le love en vous repartageant auprès de mes audiences. Donc, parce que j'ai pas envie de faire des stories, je fais ça parfois, mais j'ai pas envie de faire une story aujourd'hui. En mode sur scène, genre tout le monde qui applaudit, pas du tout envie. Alors, la première chose, j'aimerais vous parler un petit peu de ce que l'image m'a permis de faire et les réseaux sociaux. Parce que souvent on me dit tu fais quoi dans la vie? Et je dis je fais de l'image et des réseaux sociaux, mais c'est super compliqué à expliquer. Donc soit je le dis en 15 secondes, soit j'explique vraiment le truc. Donc là, j'aimerais vous expliquer ce que ça m'a permis de faire, l'image et les réseaux sociaux, et ce depuis très longtemps. 2006, j'avais gagné un concours pour LVMH, et en gros, la raison pour laquelle j'ai gagné ce concours, c'est que je leur ai expliqué en quoi mes photos allaient pouvoir leur permettre de conquérir un nouveau pays qui était l'Inde. C'est un marché d'1 milliard de personnes, et je proposais de documenter le pays grâce à la photographie. C'est Momo? Salut, ça va? Tu viens d'arriver? Ouais, ça. Salut mec, ça fait plaisir de te voir. T'as vu, c'est un truc de fou, 12 sur 10 aux deux yeux. Mais 2 minutes de temps de réaction. Donc en fait, LVMH, en fait, c'est la première fois que j'ai gagné un truc de photo. Je commençais la photo pour rigoler, mais ça c'était 2006. Ça m'a beaucoup servi pour la suite parce qu'en fait, ça m'a appris la photo pour de vrai. Au début, je bricolais un peu en photo et ça m'a vraiment appris à le faire. 2010, j'ai lancé une boîte de pub, donc j'avais bossé un petit peu, là je lance une boîte de pub, on vend des films qui font entre 5 et 10-15 000 euros par prod, ça c'est en 2010. 2011, j'ai une intuition, c'est que, alors les réseaux sociaux n'existaient pas, hein. À l'époque on trouvait sur Facebook son crush du collège, c'était le maximum d'utilisation des réseaux sociaux à l'époque, donc 2010-2011, je me dis ok, vu que je taffe un peu pour L'Oréal, je pense qu'il y a un truc à faire avec Internet, je leur vends des photos pour leur blog, donc à l'époque c'était le truc. Donc je commence à faire du chiffre d'affaires comme ça. 2013, je pars en tour du monde. C'est la suite du truc de l'Inde en fait. Je pars en tour du monde pendant 2 ans, un énorme voyage en solitaire, juste avec mon appareil photo. Donc un voyage qui a changé ma life et qui a planté une nouvelle graine. Et 2015, ça commence un petit peu à fusionner toutes ces histoires. La photo, le voyage, la création de contenu. Et là, je lance ma page Facebook. Parce que Instagram, c'était pas encore un gros truc à l'époque. Par contre, Facebook, c'était un peu un gros truc. Donc je lance ma page et je craque le truc du copywriting et sur les réseaux sociaux, je fais du copywriting mélangé à de la photo et je fais une page qui fait 500 000 fans de mindset, de motiver les gens à vivre leur meilleure vie. 2016, L'Oréal, on est toujours en contact et je leur propose de leur faire leur strat réseaux sociaux monde. Donc c'est une boîte qui fait 800 millions d'euros de chiffre d'affaires et en fait je me mets à coacher les dirigeants de L'Oréal professionnel, monde, donc directeur monde de la formation, directeur monde du marketing, etc.
et je leur change leur vision sur les réseaux sociaux, de la manière où je vais essayer de vous la changer aujourd'hui. Et en fait, ça leur plaît tellement qu'ils me disent, écoute, en fait, on aimerait que tu crées la formation réseaux sociaux monde pour tous les pays, qui va ensuite être dupliquée pour tous les coiffeurs du monde. Donc ça, c'est quelque chose que je fais 2 ans plus tard. Entre les deux, je lance mon Instagram. Donc pareil, même recette que d'habitude, je fais la même chose. 150 000 followers sur ce compte. Pareil, en faisant un mélange de copywriting et de photos, que je vais vous expliquer aussi juste après. 2018, je fais cette formation réseaux sociaux pour les coiffeurs. 2019, je l'adapte au marché français en perso et c'est moi qui vais former le marché français. Et également, L'Oréal me prend pour former des gens dans le monde entier. Donc, je forme 4000 personnes en présentiel. Donc, c'est-à-dire, je vais dans des salles et il y a 4000 personnes que je vois et que je forme. Alors, il y a eu des grosses salles, il y a eu des salles de 500 personnes. Là, ça va. Mais là, je sais qu'il y a du gros niveau. Les coiffeurs, je leur dis, on va vous expliquer comment faire Instagram. C'est genre, vas-y, on est à 0. Là, je sais qu'il y a du gros niveau dans la salle, donc impressionné quand même. Mais en vrai, non, j'ai un peu l'habitude de parler devant des gens, mais normalement, c'est des coiffeurs. Est-ce qu'il y a des coiffeurs dans la salle? Ensuite, 2020, donc ça a été le défi pour tout le monde. Si vous êtes là, bravo d'avoir tous survécu. Donc c'était normalement le moment où il fallait faire faillite, Covid. Donc moi, pour m'en sortir, je lance ma formation en ligne, du coup, sur Instagram pour coiffeurs. Le truc marche bien, on fait 2500 élèves. Et ça nous permet… Et puis, on fait 2500 élèves. Et puis surtout, jusqu'à présent, j'avais fait des formations et puis les gens étaient contents, ils m'en achetaient. Et puis voilà, je vendais des formations ou du coaching ou de la formation de dirigeants. Sauf que là, on l'a fait en ligne, donc en fait, on a tous les emails et donc en fait, on a envoyé un email à nos 2000 élèves. Et on se rend compte, en faisant notre questionnaire habituel, à la fin, j'avais juste besoin de quelques stats pour passer sur scène pour un autre truc et je leur dis, ouais, est-ce que Instagram, mon cours, t'a permis d'augmenter ton chiffre d'affaires? Sauf que la moyenne des réponses, elle est à plus de 25% de chiffre d'affaires. Donc là, je me dis, ah ouais, en fait, la formation, elle marche vraiment. On a fait gagner 25% de chiffre d'affaires aux salons qui ont implémenté ce qu'on a mis en place sur Instagram. 2021, je lance un nouvel Insta, Six, donc c'est mes photos beauté que je fais, 70 000 followers en un an, et je coach Eve, qui avait un énorme potentiel et qui jouait pas le jeu d'Instagram, qui aimait pas Instagram d'ailleurs, et qui avait 4-5 000 followers et qui aujourd'hui a 250 000 followers avec 10% de taux d'engagement, donc ça veut dire jusqu'à… Ah pardon, je parlais pas assez, waouh, c'est très fort d'un coup. T'es sûr aussi fort comme ça? Ah oui, d'accord. Ok. Ouais. Ok, merci. Sinon, je fais de la SMR. Donc, merci. Et du coup, voilà, le compte de Eve, on le lance avec toutes les bonnes pratiques que j'ai, sauf que c'est toujours un peu pareil, quand tu essaies d'aider quelqu'un qui est proche, tu fais vraiment le max. Donc son compte, on y réfléchit beaucoup, on y passe beaucoup plus de temps qu'une demi-heure de coaching ou 1 heure, on le fait vraiment pendant des mois. Et aujourd'hui, elle a 10% de taux d'engagement, donc ça veut dire 250 000 followers, 25 000 likes par photo. C'est énorme, c'est énorme. Et 2022, je lance une nouvelle boîte, SixUp, qui est une boîte où on va pour des coiffeurs, donc toujours la même opportunité. Là, cette fois, on va créer le contenu pour des salons de coiffure. Donc là, on a 25 clients qui payent un abonnement tous les mois de 500 €. C'était notre crash test. Et cette année, on va tripler le prix puisqu'on va ajouter des choses et on va essayer de passer à 100 clients. Et voilà, l'idée, si on y arrive, c'est de faire encore une étape dans un an. Et 2023, en fait, les réseaux sociaux, la photo, ça grossit. La boîte que je faisais à l'époque de photos de boîtes de pub, les réseaux sociaux m'ont permis de rentrer dans plein de boîtes, la photo aussi. Et aujourd'hui, cette boîte de pub, elle facture plus 5 000 € par prod. On est plutôt entre 20 000 ou 100 000 € la prod. Et aujourd'hui, la stratégie réseaux sociaux, je le fais encore, mais pour des boîtes type La Roche-Posay, donc c'est 2 milliards € de chiffre d'affaires. Donc ça veut dire que les réseaux sociaux aujourd'hui me permettent de changer très concrètement. Si je fais la stratégie réseaux sociaux de La Roche-Posay, je peux changer la façon dont une multinationale communique sur ce que c'est que la beauté ou ce que c'est que quel impact doit avoir une multinationale. Typiquement, La Roche-Posay, c'est des crèmes pour la peau. Ça t'explique comment prendre soin de ta peau, mais ça peut t'expliquer c'est quoi être bien dans sa peau, c'est quoi avoir une belle peau. Ça peut communiquer auprès des jeunes sur TikTok sur toi qui as un peu honte de ton acné, en fait, c'est pas grave. Et tu peux vraiment très concrètement changer le monde avec des choses comme ça. Et c'est ça, moi, que j'aime beaucoup dans les réseaux sociaux et dans l'organique, c'est que c'est la seule manière qui existe aujourd'hui de parler à chaque personne sur Terre. Du très très bon organique
On le voit, hein, donc les trucs qui passionnent les gens, si ça peut être dans le positif ou dans le négatif, ça peut être des conflits armés qu'on voit en ce moment, quand il se passe quelque chose, de l'organique, ça touche la Terre entière. Les choses positives aussi, les blagues, il y a des blagues qui vont toucher toute la planète en 2 jours, les mecs qui dansent autour du monde, des trucs dans ce genre. L'organique, c'est extrêmement puissant, c'est inarrêtable et c'est gratuit. Le paid, ça va être une force où on va dépenser et on va pousser au maximum son contenu et plus on va essayer de toucher large, plus ça va avoir un coût exponentiel. L'organique, c'est plus on va faire de la justesse, plus on va aligner exactement toutes les émotions entre ce que je ressens et ce que les gens doivent ressentir, et plus ça va faire tache d'huile et être absolument inarrêtable. Et c'est ça qui me passionne dans l'organique. Donc aujourd'hui, voilà, on s'occupe de la strate de La Roche-Posay, entre autres. Et en interne aussi, nous, on est en train de jouer vraiment le jeu. Donc moi, j'ai recruté une équipe. Donc c'est que des dépenses, hein. C'est un centre de coûts. Et j'ai une équipe en interne qui développe une chaîne YouTube, qui va développer des réseaux sociaux. On va légèrement corriger un truc, on va faire du LinkedIn aussi à partir de la semaine prochaine. Et donc en fait, j'ai toute une équipe qui fait tous les réseaux sociaux. Alors, les choses que je voudrais partager avec vous, que vous ne trouverez pas sur Google ou sur ChatGPT. Alors, dans la partie de tout à l'heure, je vous donnerai des choses très concrètes à appliquer. Mais avant, je voulais faire un peu de philosophie pour vous raconter des histoires qui vont vous marquer et qui vont vous faire comprendre c'est quoi l'organique. Parce que quand on n'aime pas l'organique ou quand on ne comprend pas l'organique, la caricature, c'est de se dire « ouais, TikTok, c'est pas mon délire, j'ai pas envie de faire des danses pour qu'on écoute mon message ». Ou encore Instagram, faire la story, l'influenceuse et tout, ça ne m'intéresse pas du tout. Sauf qu'en vrai, l'influence, ça marche. Et que les réseaux sociaux, ça marche. Et on n'est pas du tout obligé de faire des danses. D'ailleurs, hier, on a eu un super exemple. On peut avoir des millions de reach en étant très très sérieux, très premier degré et fidèle à ses valeurs. Donc, avant de rentrer dans les conseils concrets, je voulais un petit peu vous faire la présentation un peu philosophique de ce qui se passe. Donc la première chose, c'est quoi la règle du jeu sur les réseaux sociaux? Parce que moi, une de mes visions, c'est que tout est un peu un jeu. Les réseaux sociaux, c'est un jeu aussi. Et il y a des règles du jeu. Donc, pour moi, si on veut comprendre les règles du jeu, comme dans n'importe quel jeu, il faut se dire, OK, qui est-ce qui a créé le jeu et qu'est-ce qu'il cherche à faire? Donc, Zuckerberg, qu'est-ce qu'il cherche? À votre avis, il cherche quoi, Zuckerberg? Son but? Qu'on reste le plus longtemps possible, ça pour moi, c'est un moyen. Mais tu as raison. Faire de l'argent. Fin de l'histoire. Pour moi, les réseaux sociaux, leur but, c'est une boîte, ils veulent faire de l'argent, comme n'importe quelle boîte. Et le moyen, en effet, c'est de te faire rester le plus longtemps possible. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'ils vendent les réseaux sociaux? Du temps d'attention. Ils vendent du temps d'attention. Et le temps d'attention de qui? Des utilisateurs, de nous qui nous promenons. Et en fait, ce que fait Mark Zuckerberg, eh ben, c'est que, alors si je le synthétise en une phrase, c'est qu'en fait, il a créé un algorithme. Alors, il y a plein de mythes sur l'algorithme qui disent « ouais, l'algorithme, si je poste le matin, ça marche mieux. Si je poste des photos qui sont bleues, ça marche mieux. Si je poste 3 fois de suite, je sais pas quoi. J'ai remarqué que si je mettais un peu de pub et que j'en mettais pas ensuite la semaine prochaine, l'algorithme, il allait m'éclater pour me prendre plus de sous et tout. » Pour moi, il n'y a rien de tout ça. Pour moi, l'algorithme, c'est juste une première version de l'intelligence artificielle qu'on est en train de découvrir aujourd'hui. Mais ça fait depuis 10 ans qu'ils essaient de le développer. Et pour moi, l'algorithme, c'est juste, ils essaient de faire le mieux qu'ils peuvent. Pour moi, il y a zéro calcul. Ils veulent juste se dire, OK, quelle est la formule mathématique qui va nous permettre de faire en sorte que monsieur tout le monde, quand il est sur son téléphone, il voit un truc qui le fait kiffer, pour qu'il ait envie de rester un peu plus longtemps, pour qu'au lieu de lui montrer une pub, on lui montre 3-4 pubs. Parce que si tu restes 3 minutes sur Instagram, on va te montrer 2 pubs. Si tu es bloqué 1h30, on va t'en montrer 70 et on va facturer 70 fois le client. C'est juste ça pour moi, les réseaux sociaux. C'est donc un endroit où le but du jeu, quand tu es créateur de contenu, ça va être de créer des choses qui font que les gens restent bloqués sur le réseau social. Donc en leur donnant des choses qui les intéressent, qui les éclatent, etc. Et du coup, c'est un premier conseil que je vous donne, c'est quand vous allez sur les réseaux sociaux, ne soyez pas consommateur. Moi, j'ai mis des blocages qui font que quand je vais sur Instagram, ça me bloque au bout de quelques minutes. Soyez producteur. Allez-y pour produire des choses qui vont être rentables. Pensez ROI, vous postez quelque chose et vous repartez. Donc la phrase que je vous ai mise, c'est l'algorithme, il cherche à comprendre ce qui plaît à chaque utilisateur afin de présenter le contenu qui maximise ta présence en ligne et donc les revenus publicitaires. C'est ça le but du jeu de tous les réseaux sociaux. C'est le point commun et c'est une première chose qui va vous permettre de comprendre comment votre contenu il peut grossir. Si vous visez autre chose sur les réseaux sociaux, je vous donne un exemple, vous la racontez, l'ego, montrer à quel point vous êtes fort, ça va intéresser personne. Insta, c'est pas du tout l'endroit où les gens ils ont envie de traîner. Enfin, d'ailleurs, regardez votre comportement. Je pense que ça vous arrive jamais d'aller regarder le compte de quelqu'un, de dire
ah, c'est vrai qu'il est vachement fort. Ah mais grave, c'est vrai qu'il est vachement drôle, vachement intéressant. Ça n'arrive pas. Ça, c'est ce qu'on aimerait tous. On se dit, j'aimerais bien que les gens trouvent que je suis trop fort. Mais en vrai, ça saoule tout le monde. La seule chose qui intéresse les gens, c'est si vous y allez, c'est qu'ils aient appris quelque chose, qu'ils y aient gagné quelque chose. Et donc, il faut donner à Zuckerberg ce qu'il veut. Et pour moi, il y a une image que j'aime beaucoup, c'est de dire que quand vous allez voir que c'est un mindfuck qui va repenser votre façon de voir le truc. Souvent, tu peux te dire, ok, vas-y, tu sais quoi, je vais poster des trucs de ouf sur les réseaux sociaux, donc je vais y passer 1 heure, je vais faire une photo de ouf, je vais vachement réfléchir, je vais poster quelque chose, et à partir de ce moment-là, j'ai donné à la communauté. Moi, je pense que c'est le contraire. Je pense que quand tu as fait ça, tu viens de prendre à la communauté, à ce moment-là, quand bien même tu y aurais passé 1 heure. Parce qu'en fait, ce que tu essaies de faire à ce moment-là, si on se dit vraiment les choses, et le but là, c'est qu'on soit le plus honnête intellectuellement possible, au moment où tu postes, ce que tu es en train de faire, c'est d'essayer de gratter l'attention et d'avoir une validation de tout le monde. Tu te dis, j'ai créé un truc, voilà ce que je poste, mets-moi un like, suis-moi, voire achète chez moi. En vrai, c'est ça qui se passe. Et donc à partir de ce moment-là, au moment où tu postes, tu es en train de squatter l'espace de discussion en essayant d'avoir une validation. Donc pour moi, tu viens en fait mettre un panneau publicitaire sur un espace de publicité commun. À partir du moment où tu as fait ça, il faut rembourser les gens. Et déjà, quand vous avez ce mindset de vous dire, ok, je viens de poster, donc je viens de voler un truc aux gens, du temps et de l'attention, je dois les rembourser comment? En leur donnant un maximum de valeur. Et donc, c'est-à-dire, valeur, ça peut être soit du savoir, ça peut aussi être du divertissement ou de la culture. Par exemple, moi, sur mon compte d'influence voyage, les gens, je vais leur montrer des endroits qui sont géniaux, un point de vue qu'ils ne connaissent pas, je vais leur donner un spot photo, je vais leur donner un conseil sur comment ils peuvent faire des photos, je vais faire un concours ou des choses comme ça. Mais le mindset de se dire, dès que je poste, il ne faut surtout pas, mais en dernier recours, il ne faut surtout pas faire votre autopromotion. Elle doit être induite, l'autopromotion, ça doit être une conséquence. C'est-à-dire que si tu es génial, si tu es généreux, si tu es trop cool, si tu es drôle, si tu es intéressant, si tu partages de la valeur, si tu partages tes conseils, alors tu es intéressant. Mais il n'y a pas besoin de montrer que tu es intéressant, il n'y a pas besoin d'essayer de le démontrer. Il y a juste besoin d'éclater les gens. Comme un humoriste qui va sur scène, il va juste envoyer des blagues extrêmement drôles pendant 2 heures et à la fin tu l'adores, il ne va pas se la raconter tout le long. Donc, donnez à l'algorithme ce qu'il veut, donnez aux audiences ce qu'elles veulent, donnez à Zuckerberg ce qu'ils veulent, allez sur les réseaux sociaux et postez de l'énorme valeur. C'est ça qui va faire que votre contenu va devenir addictif et qui va être partagé et qui va faire tache d'huile. Ensuite, qui sont les joueurs tac, 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 de ce jeu? Alors, les joueurs, je dirais qu'il faut avoir conscience. Alors aussi, une erreur que je vois, c'est que quand tu n'as pas trop de stratégie réseaux sociaux et que tu veux y aller, tu dis, bah vas-y, tu sais quoi, je vais aller poster sur Insta, je fais un contenu qui me paraît cool et je poste. Donc juste pour le repartager, pour le remettre en situation, il y a plusieurs joueurs, il y a 4 joueurs. Et si on prend une image, quand tu veux planter un clou, ouais, tu as une question? Désolé, c'est peut-être un peu débile comme question, mais quand tu dis partager de la valeur à fond, est-ce que j'essaie de comprendre où est-ce que tu voulais nous emmener sur ça? Est-ce que c'est partager de la valeur en mode, parce que tu as dit ça peut être quelque chose de drôle, ça peut être etc. Donc soit tu veux divertir quelque part, mais tu amènes quand même de la valeur à l'intérieur de cet humour. Je fais un switch mindset dans la tête de mes followers, je fais un switch, à la fin ils disent ah ok je mets ça en place tout de suite. Qu'est-ce que tu entends par valeur toi du coup? Ok. Et Gérald, tu veux que je réponde aussi aux questions débiles ou pas du coup? Parce que, qu'est-ce que j'entends par valeur? En fait, pour moi, le mot il s'autodéfinit, mais je peux essayer de te le clarifier. En gros, c'est un contenu qui a de la valeur, c'est un contenu qui, pour ton audience, va être dans plusieurs de ces catégories. Soit c'est de l'information qui est utile, soit c'est passer un moment agréable, soit c'est te faire découvrir quelque chose que tu ne connaissais pas, soit c'est que des émotions comme ça, où la personne, elle a dépensé 10 secondes pour lire ton post et elle en ressort gagnante et grandie d'une manière ou d'une autre par rapport à si elle n'avait pas lu ton post. Et elle a intérêt à voir le prochain, sinon elle va rater quelque chose. Soit une blague, soit une info qui aurait pu lui être utile, ce genre de choses. Versus le truc qu'on voit chez quasiment tous les gens qui essaient de devenir influenceurs mais qui n'y arrivent pas aujourd'hui, donc nom de code. Si tu as une stratégie de contenu aujourd'hui, que tu postes tous les jours ou plusieurs fois par semaine et que ton compte ne grossit pas, c'est de ça dont je parle, je vous le dis, c'est parce que tu es en train de parler de toi et que tout le monde s'en fout. En gros, c'est ça
le truc qu'on est en train de se dire. C'est qu'il n'y a pas assez de valeur. Et il y a encore trop, même si c'est 70% de valeur et 30% parler de soi, montrer qu'on est trop fort, si ça perce pas, c'est que ça parle encore trop de toi et que tu n'es pas encore derrière ta valeur qui, elle, doit être au premier plan. Dit d'une autre manière, vous avez tous des cours géniaux dans la pièce. Mettez votre meilleur contenu, les choses que vous vendez le plus cher, vous les mettez gratuitement, parce que les gens, ils ne savent pas ce qu'il y a de l'autre côté. Donc les gens, cette image elle est assez connue, mais genre, si tu envoies de la valeur immense gratuitement, bah, les gens ils se disent, mais attends, mais moi je veux absolument la version payante. Qu'est-ce qu'il y a dans la version payante? Par ailleurs, si vous donnez le conseil, les gens ils ne vont pas l'appliquer. De toute façon, ça n'arrivera pas. Regardez-vous, toute la journée, vous enregistrez des trucs, genre, c'est une super idée, tu l'enregistres, tu le fais jamais. Donc les gens ils vont juste se dire, l'idée est géniale, c'est cette personne qui me l'a apportée, waouh, je veux absolument pas rater les prochains contenus vu la qualité de ce qu'elle vient de me dire. Et de toute façon, dans votre formation, ce que vous vendez, c'est la mise en pratique, c'est l'implémentation de ce savoir. Tu vois, si tu dis, j'en sais rien, la morning routine parfaite, les 4 trucs à faire, ou si tu dis, voilà, la loi de Pareto, 80-20, les trucs comme ça, les gens ils vont dire, enfin, ça peut leur retourner le cerveau s'ils n'ont jamais entendu parler, mais de là à mettre en place la vraie loi de Pareto, ou mettre en place les OKR, ou mettre en place, enfin, les gens le feront pas, quoi, ils sont sur Instagram. Mais ils vont juste se dire, waouh, haute valeur ajoutée, je veux rester en contact. Et la personne, elle s'ouvre à se dire, ok, si cette personne m'envoie autant de valeur, je veux qu'elle m'accompagne, je veux avoir plus de… Ouais. Ouais. Juste pour approfondir, quand tu dis parler des toi, est-ce que si on parle de notre formation, des témoignages, des expériences clientes, etc., tout ça, pour toi, ça rentre dans les catégories, tu parles de toi. Ouais. Donc il faut sortir de ces zones, Ouais. les cours, elle est géniale, les Ouais. formations, c'est la meilleure, etc. Franchement, pour gagner du temps, je préfère mettre les mots sur les choses et pas tourner autour du pot. Pour moi, c'est de la vente, premier degré. Tu essaies de montrer que ton produit est bon. Et si tu exagères le truc, tu vas dans un magasin de chaussures, la personne qui te dit genre, je vous ai dit ce que la dernière cliente avait dit sur les chaussures. Toi, tu fais genre, je me casse de ce magasin direct, mais direct. Alors que si la personne est dans les magasins de luxe, dans les magasins de luxe, je ne sais pas s'il y en a qui ont acheté des sacs à main de luxe chez Hermès ou des montres de luxe, tu arrives, ils ne te font jamais de vente. Limite, ils te font de l'anti-vente, ils n'ont pas envie de te vendre. Par contre, ils te proposent du champagne, du café, ils te racontent l'histoire de la marque, ils te posent des questions sur toi. Moi, ça m'est arrivé, enfin, il y a un truc qui se fait souvent sur Paris dans les boîtes de market, c'est qu'on te fait faire un tour des magasins de luxe pour te faire découvrir c'est quoi le vrai luxe. Et donc, tu vas dans plein de magasins et tu vas t'installer et il y a 10 minutes de discussion sur parlez-moi un petit peu de vous, monsieur. Toi, tu fais genre, what? Donc, tu parles de toi et la personne, elle rebondit en fait. Bah, je sais pas, ouais, je bosse dans ça. Ah, sérieux, mais j'adore cette marque, j'ai ma sœur, non, 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 non. Ça intéresse vraiment plus les gens, ça t'ouvre. Et c'est comme ça que marche le vrai luxe et je pense que c'est une stratégie dont on peut s'inspirer. Comment t'expliques moi, par exemple, je peux faire du contenu full valeur, je pense, sans CTA, sans rien du tout. J'explique comment diviser une maison, technique, machin. Ouais. Ça fait 200 vues. Je mets une photo ou une vidéo sur un tracteur ou d'un chat, ça fait 2000 vues. Ouais. Et la croyance, effectivement, pour moi, c'est pas intéressant parce que j'ai pas envie de montrer des chats. Ouais. Par contre, techniquement, si je passe un truc, le temps que ça prend, j'ai pas le retour en fait. Ouais. Je reste bloqué sur cette croyance. Ouais. On y reviendra quand je parlerai des 14 conseils que je veux vous donner, mais pour t'y répondre, pour moi, il existe plusieurs types de contenus et qui doivent avoir une vocation différente. D'un point de vue purement stratégique, tu as des contenus qui vont te faire du reach, qui sont un véhicule, et tu as des contenus qui vont planter ton message et qu'il faut placer au bon moment. Un peu comme hier, on expliquait qu'une bonne stratégie LinkedIn, enfin de newsletter, c'est t'envoies full valeur comme un malade pendant un mois, et puis une fois par mois, tu fais un petit mail de vente. Mais là, il va vraiment envoyer ton mail de vente. Et d'ailleurs, le mail de vente, il n'est même pas déguisé. Parce que le problème, c'est qu'en faisant ça, limite, vous faites de la vente déguisée. Enfin, je l'ai fait aussi. Hein. C'est-à-dire que quand tu dis genre, il faut que je vous parle d'un témoignage client, je suis trop fier, ça me fait trop plaisir qu'elle dise ça. En fait, tu es juste en train de dire, vous voulez bien écouter mon témoignage de vente pour m'acheter, mais c'est un peu déguisé, c'est un peu amoindri, et les angles, ils sont un peu polis. Mais en vrai, si tu fais ça toute la journée, tu es tout le temps en train de vendre. Et limite, les gens, ils vont se dire, putain, il va me donner encore une info intéressante, mais je vais encore me faire forcer la main. C'est un peu le feeling qu'il y a. Et donc, pour moi, il faut être carrément honnête et envoyer des trucs qui vont faire un peu du buzz. Enfin, essayez de craquer dans votre niche. Qu'est-ce qui ferait le plus de reach possible pour grossir le compte et pour avoir l'attention des gens et pour avoir leur confiance. Et de temps en temps faire de la vente, mais premier degré. Du style, écoutez, je suis super fier, je rouvre les ventes, il y a de la place pendant une semaine, et tu le dis en fait, c'est les ventes. Et puis, et limite, tu leur dis, bon, je vous préviens, je vais vous saouler un petit peu plus que d'hab, mais c'est normal, là on n'a que peu de place et on va remplir en une semaine le truc. Et tu y vas vraiment. Moi, ce serait ma façon de vendre en direct sur Instagram.
C'est le côté vente, mais le côté valeur, il n'y a quand même pas de portée. Ça dépend. Alors, la question à résoudre, ce serait de se dire comment est-ce que tu arrives à apporter full valeur sur des conseils immobiliers, par exemple. Et un truc qui peut me venir là, tu vois, c'est, j'en sais rien, tu as peut-être des potes qui font du drone et de l'immobilier de ouf, et tu commences par des plans de fou où tu fais découvrir un endroit, un château de malade, et tu te rends compte que ça perce vachement, que les gens ils adorent voir les propriétés qui les font rêver, et tu peux mettre ta propriété qui fait rêver, et en commentaire, tu peux expliquer un montage qui permettrait d'acheter un château qui vaut 10 millions d'euros alors que tu n'as pas ça sur ton compte. Là, pour les gens, tout de suite, là, tu dis, là, si je vous faisais ce post, là, tu dis, ouais, il m'intéresse bien là, le petit post que tu dis, là, j'aimerais bien voir tes images au drone et que tu m'expliques comment je peux acheter le truc de 10 millions parce que là, je ne vois pas, tu vois. Et si tu arrives à craquer ça, je ne dis pas que c'est facile, hein. C'est pas pour rien qu'il y a peu de personnes qui arrivent à percer, mais ce serait ce genre de choses à créer. De se dire, wow, le mec m'a retourné le cerveau. Ou encore, sur de l'IMO, tu pourrais expliquer comment tu peux acheter un bien et que tu peux le transmettre gratuitement à tes enfants en démembrant ton truc, entre la nue propriété, ce genre de truc, et donner des mécanismes que les gens ne connaissent pas. Et pour ça, si tu n'as pas trop d'idées au début, une bonne façon de faire, ça peut être d'aller voir ce que font d'autres personnes, voir sur d'autres marchés dans d'autres pays. Comme ça, tu as carrément une inspiration illimitée qui ne se voit pas trop en France. Tu peux demander aussi à ChatGPT de t'aider à trouver des concepts. Moi, je ne ferai pas écrire les posts par ChatGPT, mais tu peux lui demander de te trouver 20 concepts et ça peut te donner des idées. Mais tu peux faire un prompt qui va dans ce sens, qui est de dire à ChatGPT, écoute, moi je suis dans l'immobilier, j'aimerais bien faire des choses un petit peu rupture, comme type de communication, un peu surprenante, qui crée un peu des émotions positives, je veux full valeur, est-ce que tu peux me donner 20 pistes? Et il s'agit juste de trouver les idées. Mais en termes d'angle, ce serait celui-là. Plutôt que de dire, dans ma formation, il y a 3 trucs que j'applique, les voilà, rejoins ma formation, juste de dire, boum, full valeur. Et pour le coup, tu disais call to action, moi je ne suis pas contre, après full valeur, de mettre un call to action, mais de dire, moi mon kiff c'est de partager un maximum ce que je sais, abonne-toi pour voir la suite. Ce genre de choses. Les gens sont très habitués d'ailleurs à ça. C'est pas vraiment une question, mais c'est pour rebondir par rapport à ce que tu disais, la question de Julien. Je pense qu'en fait, dans l'apport de valeur, il y a peut-être des catégories, des choses qui marchent mieux sur Instagram. Moi, je vois l'exemple j'ai eu une grosse croissance à ma. Grosse croissance sur les derniers C'était une mois. vanne. Et en fait, dans l'apport de valeur, il y a des choses qui marchent mieux sur Instagram que d'autres. Si je fais du contenu, moi j'ai analysé rétrospectivement du contenu sur la gestion des emails et la procrastination, c'est les trucs qui font le plus de reach, et je peux donner d'autres éléments de valeur qui en font moins, mais qui peuvent être quand même positifs pour chauffer les personnes et apporter de la valeur par rapport à la niche. Donc, dans l'apport de valeur, il y a des choses qui, je pense, quand même marchent mieux que d'autres. Ouais, absolument. D'ailleurs, c'est drôle, c'est les publications de ce sujet que tu fais que je vois à chaque fois. Donc, je te confirme. C'est normal, c'est parce qu'en fait, l'algorithme teste ce que tu postes et si ça plaît beaucoup, il le montre à tout le monde. Pour simplifier, hein, c'est plus compliqué, mais en gros, c'est ça. Mais oui, tu peux segmenter ton contenu et te dire c'est quoi le truc, le top 25% que tout le monde va voir, le bottom 25% qui a full valeur mais qui va un peu moins avoir de portée et les 2 autres tranches et puis faire une petite segmentation, quoi. Mais dites-vous qu'il vous faut des contenus véhicules qui vont faire un max de buzz pour toucher tout le monde et augmenter vos stats, et puis d'autres qui vont être vraiment plus segmentés, plus ciblés, plus spécifiques, plus autorité en fait, qui vont montrer que vous êtes vraiment un ou une spécialiste du marché. C'est pas une question, mais c'est plus une remarque pour aller encore plus loin dans cette logique. C'est que il faut effectivement, en fait, ce que tu dis, c'est qu'il faut partir du prospect et de l'audience et savoir ce qui lui plaît. Et ça, en fait, c'est pas du doigt mouillé. Et le carcan dans lequel on tombe tous en tant qu'experts, c'est qu'on va croire que ce qui nous intéresse nous, c'est ce qui intéresse notre audience. Et en fait, il faut d'abord étudier son audience, faire une veille, et ça, c'est un peu mon métier de base. C'est vraiment faire une étude complète pour aller étudier son prospect, lui pousser des sondages, récupérer ses verbatims en ligne, et il y en a plein, pour véritablement comprendre sa psychologie, savoir de quoi il a envie qu'on lui parle, et utiliser ses propres mots pour faire du contenu. Et c'est là où, en fait, on peut vraiment craquer le truc. C'est pas, parce que en fait, c'est les phases d'errance qui peuvent être très longues en disant je vais tester ce contenu, je vais voir si ça marche, je vais tester ce contenu, je vais voir si ça marche. Et en fait, on peut anticiper tout ça en faisant simplement une étude de social listening, par exemple, pour comprendre en fait ce dont ils ont envie qu'on parle. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et ça, c'est pour moi ce qui peut t'amener au niveau expert le plus reconnu. Et si tu veux craquer le niveau encore au-dessus influence, il faut partir de ton prospect, c'est une partie. Mais la deuxième partie, c'est aussi partir de toi et de ce qui t'éclate le plus. Et vous allez voir, j'ai plusieurs images sur ça après, mais essayer de vibrer le plus juste possible par rapport à toi. Quand bien même ce serait super chelou. Aussi, mais je pense que justement la clé, c'est être à la croisée entre ce qui nous éclate de faire et ce
Ouais. Et en fait, c'est ce croisement-là qui fait qu'on explose en organique, à mon sens. Ouais. Et il y a même un troisième, mais je le garde pour juste après. Un petit triangle. Ouais. On a Pierre en visio qui a une question. Ouais. Du coup, je cite. Une question de madame. Exactement, je cite. Dans une formation que j'ai faite, j'ai entendu dire que partager du contenu gratuit attire ceux qui veulent gratter de l'info et donc du contenu gratuit et pas forcément notre cible. Tu dis le contraire. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que ceux qui sont là pour gratter du contenu gratuit, s'ils sont closables, tu les closeras. S'ils ne sont pas closables, tu les closeras pas. Enfin, je me prendrai pas autant la tête que ça. J'essaierai pas d'empêcher les abeilles de tourner autour et donc de vendre à personne juste pour éviter d'avoir 2-3 abeilles qui tournent autour. Et puis même quelqu'un qui est là pour gratter du contenu, ça se trouve tu vas l'aider, ça se trouve il va progresser, ça se trouve grâce à toi il va faire du chiffre d'affaires et puis ça se trouve dans 5 ans il va se dire c'est quand même cette personne qui m'a tout appris, je rêverais de la rencontrer un jour. Donc moi je dis on voit encore plus de valeur, mais il faut juste être un peu mystérieux dans ce qui se passe dans le cours. L'idée c'est pas de saboter vos cours et de tout donner, c'est juste que sans le dire, que les gens se disent attends, mais waouh, ça c'est le gratos. Attends, mais et ils s'amusent autant. Tu peux aussi montrer dans ton mastermind à quel point c'était la teuf et à quel point les gens sont absolument hallucinés. Et il faut arriver à créer cette équation un peu compliquée de se dire moi je donne de la valeur, de toute façon, je m'en fiche. Et que les gens se disent attends, mais moi en fait je veux rentrer dans ton cours. Juste par rapport à ce que dit Pierre, je pense qu'il y a une notion, c'est l'audience idéale et le client idéal. Je pense que c'est deux choses différentes. Le client idéal, il peut être dans l'audience idéale, mais ça, on en a pas mal parlé avec Laura, c'est un peu la stratégie du cajot de pommes. Tu achètes des pommes au kilo, tu achètes des énormes cajots, des énormes cagettes, tu en as potentiellement 90% qui vont être pourris, mais à l'intérieur, tu vas avoir une super belle pomme, et en fait, il faut juste voir en fait, qu'est-ce que coûte le fait d'acheter ce cajot au global, Ouais. sachant que tu auras peut-être 90% de déchets pour avoir un beau truc. Quoi. Ouais. Je pense que ça fait partie entre l'audience idéale et le client idéal. Très souvent, on confond le truc. C'est ça qu'il y a des gens qui ont une très grosse audience qui n'arrivent pas à faire l'oseille avec, et la date, qui font des business à plusieurs millions par an avec juste 5 ou 6 000 personnes sur Instagram. Ouais, je suis d'accord. Et puis aussi, même le squatter, je ne sais pas comment on va l'appeler, il a une fonction quand même. C'est-à-dire qu'il va regarder tous tes posts, il va les liker. Même s'il ne va pas les liker, il va les regarder. Et l'algorithme, il va regarder les likes, il va regarder les commentaires, mais il va aussi regarder juste, il y a un espèce de chronomètre derrière chaque post, il va regarder combien de temps tu restes derrière le post. Donc même les gens qui likent rien, qui vont zoomer un peu sur la photo, qui vont regarder le carrousel, c'est enregistré par Instagram comme de l'engagement. Donc l'observateur secret, il va aussi avoir une fonction. Et aussi juste pareil pour cette personne théorique, la personne qui vient pour choper du contenu gratuit, pour moi, c'est pas un avatar. Tu n'as pas le mec qui vient choper du contenu gratuit. C'est juste que cette personne-là, tu n'as pas encore réussi à la closer. Mais pour moi, tout le monde est closable. Tout le monde. Il faut juste être meilleur en closing et juste être meilleur en stratégie. Mais la personne qui est curieuse, par définition, elle est closable, puisqu'elle est intéressée. Mais vous n'avez pas réussi encore à l'intéresser comme il faut. Mais ça se trouve, cette personne-là, vous la closerez parce que vous ferez un événement en présentiel avec un cocktail. Et là, la personne elle va venir et là, ça se fera. Donc pour moi, il ne faut surtout pas essayer de amenuiser sa stratégie pour éloigner ces personnes. Il faut juste les accepter et se demander comment on peut les closer. Et il demande juste si c'est aussi valable sur LinkedIn. Pour moi, c'est valable sur tous les réseaux sociaux. Là, tout ce que je dis là, c'est tous réseaux sociaux. Ça m'arrive de dire Instagram, mais en fait, je parle de tous les réseaux sociaux. C'est une logique. Ouais. Merci. Mohamed, tu voulais dire un truc aussi? Il y avait Johnny qui avait- Pardon, excuse-moi. Ouais, j'avais une question. C'était pour faire écho à ce qu'a demandé Julien, c'est qu'en fait, j'ai la même interrogation. Ouais. C'est que, tu vois, la photo, ça intéresse plein de monde. Ouais. Une jolie fille, ça intéresse la moitié du monde, ou plus. Mais diviser une maison, ça intéresse vraiment peu de monde. Et en fait, Julien et moi, on fait des contenus qui sont de niche, techniques, un peu chiants, tu vois. Et est-ce qu'il n'y a pas une question aussi de réseau, tu vois, de canal, et de se dire, en fait, Instagram, les gens, ils veulent du beau, du divertissement, ou, tu vois, du contenu, peut-être du contenu à valeur ajoutée, comme tu as dit, du savoir. Sauf que nous, notre savoir, pour le délivrer, il faut aller vraiment dans de la technicité qui est un peu chiante, tu vois. T'as pas envie de regarder ça pendant que t'es en train de liège ou de faire je sais pas quoi, tu vois. Ouais. Et du coup, est-ce que c'est le bon canal pour publier du contenu quand on est sur des niches comme ça? Est-ce qu'en fait, la question, c'est pas une question de canal, tu vois? Ouais. Moi, j'ai des grosses images de mecs en train de débiter des poutres pendant que tu es aux toilettes. En mode genre, ça m'aide. Écoute, moi je pense que. Est-ce que tu veux que je répète la fin de la question? Non, mais, du coup, ouais, j'ai eu 15 vannes qui sont venues. Pour moi, alors, déjà, il n'y a pas d'objectif à avoir 10 millions de followers. Ça ne sert à rien.
Le but, c'est d'avoir une audience qui, déjà, que t'éclates, parce que, enfin, je ne sais pas si c'est votre cas, mais moi, avant même de faire du cash, ce qui m'intéresse, c'est de m'éclater, de partager, de faire en sorte que j'aide les gens qui ont la même passion que moi. Et ça tombe bien, plus tu fais ça, plus ça fait de cash. Et plus tu essaies d'avoir du cash, moins ça en fait d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez un peu ce ressenti. Donc déjà de base, pour moi le but c'est pas d'avoir 10 millions de followers, c'est juste de rassembler tous les gens qui kiffent l'immobilier pour partager un peu ce que tu as kiffé, ce que tu as compris. Et puis si c'est 10 000 personnes, c'est très cool 10 000 personnes. C'est déjà énorme. Enfin 10 000 personnes sur une scène, t'imagines le délire. Donc les chiffres, pour moi, il faut les oublier. Il faut juste rassembler la communauté de la bonne taille. Et ensuite, la question, c'est de se dire, est-ce que c'est possible de faire du contenu addictif pour des gens qui font de l'immobilier et même des travaux, mais grave. Mais moi-même, je suis des comptes comme ça où c'est genre le couple qui a racheté une grange et qui la retape. Donc il y a clairement des angles sur de l'immobilier qui sont absolument addictifs. Et les mecs, je me tape la vidéo d'1 minute pour voir comment ils ont encastré leur baignoire, tu vois. Et tu regardes tout le truc et les mecs, tu comprends qu'ils l'ont fait à la main. L'autre jour, j'ai vu hier une fille qui voyait une étagère éclatée Ikea et elle dit je vais la retaper en façon rétro années 70. Elle ramène l'étagère éclatée, elle met des planches, elle les découpe, elle peint en orange, et tu vois le truc et t'es comme un ouf. Donc il y a des manières de le faire. Après, c'est peut-être pas le truc qui t'intéresse toi, mais il existe des angles. Et puis aussi, j'ai vu des gens avec des tableaux blancs qui vont faire des calculs de fiscalité. Ils font tout le truc, tu as trop envie d'avoir la fin du calcul de fiscalité. C'est juste que par réseau, il existe des tendances, des façons de faire. Et ma reco, si tu n'as pas trop d'idées, si tu ne sais pas trop le faire, c'est juste de faire de la veille. En gros, tu t'abonnes à tous les comptes qui marchent bien en immobilier. Et dès qu'il y a un truc où tu dis, putain, ça fait beaucoup de likes et je me sentirais à l'aise de faire ça, ben, tu te l'enregistres comme note pour plus tard. Tu vois, s'il y a un truc, tu dis, non, mais c'est hors de question de danser avec mes enfants pour présenter la maison, donc ça, non, t'aimes pas. Par contre, tu trouves ça super stylé, le mec qui fait le tableau blanc, ok, trop cool, ça te correspond et tu peux le faire. Mais pour moi, sur chaque niche, il existe plusieurs manières de faire des choses qui plaisent beaucoup aux audiences et qui font du buzz, sur toutes les niches. À partir du moment où toi, tu as vu une vidéo à un moment dans ta thématique qui t'est arrivée, c'est qu'il y a des trucs qui marchent. Mais parfois, c'est plus dur. Il y a des niches plus dures que d'autres, c'est sûr. Alors moi, c'était pas une question, c'était pour revenir sur le point juste avant, sur les personnes qui viennent juste regarder du contenu. Pour moi, la personne qui vient regarder du contenu gratuitement, tu crées une dette vis-à-vis de cette personne. Et cette personne, le jour où elle est prête à acheter, que ce soit, on va dire, le jour où elle est mûre, elle va se dire, attends, j'ai tellement pris de contenu, j'ai tellement regardé de vidéos de Mohamed, ou j'ai tellement pris de contenu sur Instagram ou sur YouTube, que si je veux acheter, j'irai voir Mohamed. Et le but, c'est que tu crées, plus tu vas donner la valeur, plus tu as cette dette qui va être de plus en plus grande. Et cette personne, le jour où elle se sent prête, soit dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, encore, je pense que vous connaissez tous Camille Tabache, qui parle de fiscalité, de finances et autres. Je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, on en discutait. Et il me disait, il y a plusieurs élèves qui ont acheté au bout de 5 ans. Parce qu'il avait fait une offre irrésistible. Et les gens sont venus acheter juste parce que ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans qu'ils font du contenu gratuit. Il dit, là, j'avais de l'argent. Et je me suis dit, faut quand même que je te rembourse, entre guillemets. C'est un peu. Maintenant, il faut prendre quelque chose parce que ça fait 5 ans que tu m'apprends des choses. J'ai gagné de l'argent grâce à toi. J'ai fait des investissements grâce à YouTube gratuitement. Et maintenant, je prends ta formation. Donc, en vrai, c'est pour répondre un peu à tout le monde. Quand on donne de la valeur, les gens sont reconnaissants avec le temps. Ça peut prendre 1 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans. Mais si vous êtes dans le temps et que vous donnez de la valeur, les gens vont passer à l'action. Ouais, carrément. Et moi-même, ça m'est déjà arrivé inconsciemment. Ça vous est peut-être aussi déjà arrivé inconsciemment. C'est genre en photo de voyage. Au début, je commençais à suivre des gens et je voyais un peu les spots où ils allaient. Et donc, en fait, je les enregistrais, puis j'y allais, puis j'ai regardé leur colorimétrie, puis leurs retouches. Et en fait, j'ai consommé des tonnes de contenu, un peu en mode genre, je veux copier leur façon de faire et je veux acquérir ce savoir-faire. Mais sans le savoir, tu es en train de devenir fan en fait quand tu fais ça. Et je m'en suis même pas rendu compte. Et en fait, derrière, les mecs, au bout de 5 ans à les suivre, le moment où ils passent en France, je suis en mode, mais je rêverais de rencontrer cette personne en fait. Et la personne fait un événement et genre, j'étais intimidé, quoi. Je tremblais presque, genre, waouh, c'est le gars qui m'a appris tout ça. Sans le savoir en fait. Tu t'auto-deviens fan. Donc, n'hésitez pas à transformer vos audiences en fans parce que si vous changez leur vie, même s'ils font un peu la façon hautaine, genre, ouais, c'est bon, j'ai piqué tout le contenu, en vrai, vous êtes en train de devenir une partie solide de son mindset. Et c'est que positif ça. Ok. Donc, tac. Allez. Tac. Pour continuer un petit peu sur les images, pour moi, votre contenu il doit être pensé comme si vous étiez directeur édito d'un magazine.
Et donc, il faut comprendre un petit peu la vibe du magazine. Donc, pour le caricaturer, et il y a plein de façons de le définir, mais c'est juste si vous ne connaissez pas trop les réseaux, pour moi, chaque réseau est très, très différent. Tout comme on ne publierait pas pareil dans l'équipe, dans Le Point, dans Le Monde ou dans Marie-Claire ou Vogue, on n'imagine pas du tout le même genre de contenu, c'est pareil sur les réseaux. Insta, pour moi, si on doit le caricaturer, c'est un peu le coin un peu des hipsters ou des gens un peu branchés, avec des photos et des vidéos, renforcées par du texte. Ça, c'est un peu Insta. LinkedIn, ça va être le réseau social, pour moi, des premiers de la classe. Donc, c'est les personnes un peu corporate qui veulent que leur contenu soit nickel et bien raconté. Facebook, c'est le réseau de tes parents. Et il y a beaucoup de gens qui laissent tomber Facebook en mode genre réseau ringard des boomers. Mais les amis, les boomers, c'est ceux qui ont le plus de cash. Donc franchement, pour moi, Facebook, c'est le réseau le plus sous-estimé aujourd'hui. Et là, dans la stratégie qu'on va relancer nous, ça va être une de nos prios, Facebook, parce que je pense que c'est un des endroits où il y a le plus de cash et le moins de concurrence. TikTok, c'est le réseau de ton petit frère. Donc là, c'est pareil. C'est pas un réseau où il y a des danses et des trucs comme ça. C'est juste que c'est les hyperactifs là, qui ont 15-20 ans, mais ils sont bien présents, ils sont bien chauds. Donc pour moi, TikTok, même si vous vous dites j'ai pas envie de faire des danses, je le sous-estimerai pas du tout. YouTube, pour moi, c'est un moteur de recherche qui te répond à tes questions par des vidéos. C'est ça le YouTube. Donc une bonne façon, si vous voulez faire du YouTube, c'est de vous dire c'est quoi les questions qui sont tapées et votre vidéo est la réponse à cette question. Et vous voyez que vu que ce n'est pas le même positionnement pour chacun de ces réseaux sociaux, ce n'est pas la même manière de le traiter. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'il y a une tendance que je vois énormément, et là pour moi c'est une grosse erreur de strat, une tendance que je vois énormément, c'est de faire du repurpose très très sale. Donc par exemple, tu as un format long et tu vas le découper automatiquement et tu vas le reposter. En gros, pour moi, quand tu fais ça, la perception de l'autre côté, c'est oh, le mec n'avait pas le time, il m'a rebalancé son truc. Alors ça marche quand tu es une star ultra connue, quand on voit punchline sur punchline et que tes fans découpent tes vidéos et les remettent, là d'accord. Mais si tu as fait un podcast ou un truc comme ça, pour moi, tu n'as pas encore atteint le stade où les gens sont addicts de toi et où quoi que tu dises sous n'importe quel format, ils veulent des miettes. Donc pour moi, si tu as un format long qui est vraiment stylé, une meilleure façon de le faire, ce serait soit de prendre tous les trucs que tu as pu dire et de les retourner spécifiquement pour le réseau social, soit de faire des petites intros. Donc nous, on est en train d'essayer de le craquer, on n'a pas encore trouvé, mais genre nos vidéos YouTube, pour les remettre sur Instagram, je pense que ce sera sûrement genre une vidéo de 20 minutes, on va en faire peut-être 5 ou 6 reels pour donner envie d'y aller. Et ce qu'on va faire, c'est que mes équipes, elles vont me dire, cette vidéo, ce serait cool que tu racontes ça par rapport à ce moment-là. Donc nom de code, j'en sais rien, donc on va avoir des vidéos de voyage. À un moment, on s'est baigné dans une rivière à 0 degré. Et au lieu de faire un cut, c'est juste que je raconte l'histoire en 30 secondes et on prendra des images pour illustrer qui viennent de la vidéo. Donc on va essayer de se dire comment est-ce qu'on peut monter en 5-10 minutes une vidéo à partir de nos b-rolls, mais il faut le retourner spécifiquement pour Insta, avec le format d'Insta. Donc pour moi, essayer de faire sur mesure par rapport au réseau social et par rapport à sa vibe, sinon ça se ressent. Et je pense que c'est très rare les gens qui cut des trucs d'un autre réseau social, qui le mettent et où ça perce vraiment. Ça peut arriver parfois, mais c'est quand même très très rare. J'ai vu presque aucun compte. Il y a Oussama Hamar où ça marche de ouf parce que le mec est viral, mais c'est tout. Il y a Andrew Tate, là, non, c'est comme ça qu'il s'appelle, là, le mec. C'est un des rares, parce que les mecs, ils cherchent absolument ses punchlines et qu'il est cancelled un peu sur les réseaux. Mais sinon, c'est super rare les cuts que tu mets, même les gens très connus, quoi. J'ai pas de micro, et c'est sûrement une question de merde, mais je préfère la poser. Ah bah, si c'est une question de merde, micro. Micro, tu vois. mieux. Eh ben voilà, merci. Ça m'intéresse en fait au niveau du podcast, parce que ce que tu viens de dire, en fait, c'est très vrai. J'ai vu le compte de David Laroche. Il regroupe en fait un peu certaines de ses vidéos qu'il reposte sur, je l'ai vu sur LinkedIn. Et l'idée, c'est que moi, je fais un peu pareil avec mes podcasts et j'ai pas encore trouvé d'autres solutions, parce que retourner, comme tu viens de le dire, ça demande un putain de travail derrière. Reposter, en fait, je comprends le principe, mais t'as pas un autre tips pour réutiliser justement du contenu de podcast qu'on peut snacker comme ça et puis balancer un peu partout, parce que moi, si je dois retourner à chaque fois tout. Ouais, et ok, donc si tu veux automatiser le truc et pas te prendre la tête et trouver une recette qui est bonne pour toutes, on prend cet exemple spécifique. Pour moi, il faut le faire pour chaque type d'exemple. Mais tu as des podcasts qui sont super bien avec des grosses punchlines. Pour moi, la punchline de ton podcast doit être la réponse à la question que tu poses sur ton reel. Et donc, tu fais un fast cam où tu poses la question. Donc, imaginons, tu vas expliquer que pour recruter, il y a 3 types de profils, le cœur, la tête, ce dont on parlait hier. Et tu as ça dans un podcast où tu en parles vachement bien pendant 40 secondes. Et tu fais un fast cam, tu dis « Ok les amis, on vient d'avoir une conversation avec David Laroche en podcast.
où je vous parle des 3 types de choses, il en parle mieux que moi. Et là, tu envoies le truc, et là, d'un coup, tu te dis que c'est fait pour toi et qu'il ne faut pas que tu le loupes. Ça peut être un tout petit truc comme ça, mais où on sent que ça a été, qu'il y a eu un effort fait pour les audiences. Parce que les mecs de l'autre côté, ils sont en train de scroller comme ça, et ça se joue à très très peu. Hein. C'est quelques phéromones, c'est quelques microsecondes. C'est est-ce que j'ai envie de me faire ce contenu, quoi. Et s'il n'est pas sur mesure, il y a un côté genre ça va pas être ouf. Je sens que il va pas y avoir la fin, il va pas y avoir la fin. Ou la personne elle l'a fait vite fait pour moi, alors que lui il m'a tourné un truc spécifique. Et les gens ils ont juste pas le time. Et observez juste vous comment vous faites. Vous allez voir que il y a des, j'ai pas envie de citer de nom, mais il y en a ils sont carrément très très mauvais, quoi, où ils te découpent des trucs, il n'y a pas la fin, il n'y a pas le début, et tu sens que c'est fait à l'arrache, tu sens le mécanisme, tu sens que les mecs ils ont tourné 10 d'un coup très très mal et qu'il n'y a pas vraiment la matière, qu'ils n'avaient pas d'idée et qu'ils te balancent de la soupe, et tu sens même qu'ils sont avec leurs équipes en train de dire vas-y t'as pas une autre idée, ouais on va faire ça, dis, oh là, tac, vas-y envoie-le, c'est pas ouf quand même, non mais envoie-le, je trouve que ça se ressent. Et observez-le, maintenant que je vous ai mis ça en évidence, voyez si vous avez le même ressenti et du coup s'il faut le corriger chez vous aussi, quand vous voyez sur d'autres comptes. Merci. Et effectivement, sur le contenu, David Laroche, quand il renvoie ça sur LinkedIn, les vues, elles sont vraiment comme les miennes. Je suis assez content de ça, c'est pas une petite satisfaction. Mais en fait, j'ai utilisé un outil qui s'appelle GetMunch, et avec ça, en fait, il calcule les mots qui sont dits dans la conversation en lien avec le reach de recherche qu'il y a sur le réseau social Instagram, YouTube et également TikTok. En fait, c'est un outil hyper performant, c'est-à-dire que lui, je lui mets un format long dedans et lui il me les snack en plusieurs petites capsules de 1 minute, mais en lien avec les trends de recherche qu'il y a sur les réseaux. Donc j'utilise ça aujourd'hui. Alors effectivement ça ne fait pas des milliers de vues, ça fait 500, 600 000 vues max, mais avec ça en fait je comprends le principe de remettre un petit truc devant en disant on a parlé de ça la dernière fois et je trouve ça intéressant parce que ça du coup pour moi c'est facile à faire. Ouais, et du coup ça me permet aussi de vous dire 2 disclaimers. Le premier, c'est que je vous encourage à tester le contraire de tout ce que je vous dis, parce que parfois il y a des trucs qui marchent quand même. Parfois il y a des anomalies, parfois les tendances elles changent. Et en fait, le pire, c'est de trouver une recette et de se dire ok, j'ai trouvé ma recette et de faire que ça. Donc moi, je fais tout le temps des tests, je vais poster à n'importe quelle heure ou je vais faire juste pour changer, parce que parfois ça marche. Et deuxième chose aussi, c'est, tu vois, tu parles d'un outil, ça va un peu avec. Faites aussi le contraire de ce que je vous dis et faites des tests. Faites des tests. Donc là, l'outil, tu vois, le fait que tu le dises, je vais aller le tester. Et puis ça se trouve le truc, ils l'ont craqué. Mais c'est pas impossible que dans 6 mois, par exemple, ça devienne une grosse tendance qui marche vraiment parce que les gens, ils ont compris la valeur qu'il pouvait y avoir, de couper des trucs et de les poster comme ça. Aujourd'hui en tout cas, c'est trop tôt, il me semble. Il n'y a pas un fit to market, un market fit. Alors, quel est le moteur de la viralité ? Pour moi, alors là, vous allez voir, on va aller dans du plus perché encore. Pour moi, un réseau social, c'est un peu plus simple à expliquer aujourd'hui grâce à l'IA. Mais pour moi, un réseau social, et ça fait des années que je pense ça fait depuis 2015 que je pense ça, c'est qu'un réseau social, pour moi, c'est une forme de vie, voire c'est un animal. C'est-à-dire que un réseau social, c'est quoi ? Si on regarde un peu l'histoire des inventions humaines, c'est que l'homme va faire énormément de biomimétisme. C'est-à-dire qu'il va regarder comment marche la nature, il va s'en inspirer pour essayer de refaire des choses et faire des super choses. Par exemple, une pelle, c'est une super main en fait. Une voiture, c'est des super jambes. Un avion, c'est un super oiseau. Et il y a franchement la majorité des trucs qu'on voit, genre le nettoyage qu'on voit dans les rues, on a la même chose dans le sang en fait. On a des molécules qui vont, alors s'il y en a qui sont spécialistes de bio, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais qui vont nettoyer tous les matins, le lendemain de soirée quoi, dans le sang. Et en fait, quasiment tout ce qui a été fait, c'est par biomimétisme. Le truc le plus dur à imiter comme fonction, c'est le cerveau, parce que c'est extrêmement complexe. On a la chance d'en avoir tous un, et d'ailleurs c'est fou que personne se sente juste béni d'avoir un cerveau, quoi, parce que c'est absolument extraordinaire, c'est l'objet à ce jour le plus perfectionné de l'univers, et on en a tous un, gratos. L'iPhone, il faut l'acheter, le cerveau, on en a un. Donc on a tous ce cerveau, mais on a eu du mal à le copier, et on y est allé étape par étape. Donc machine de Turing, Seconde Guerre mondiale, on a fait des supercalculateurs qui ont commencé à craquer des codes
de nazis, etc. Donc on a réussi à craquer des codes de l'ennemi. Okay. Ensuite, on a réussi dans les années 80 à développer la super mémoire avec des disques durs qui prenaient des salles entières pour quelques mégas. Et aujourd'hui, on fait des terras sur des tout petits trucs. Et peu à peu, on a fait des trucs. On a fait des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est un peu la fonction neuronale qu'il peut y avoir de mise en relation de plein de neurones ensemble et de faire un tissage. Et aujourd'hui, on commence, c'est en train de s'accélérer à une vitesse de dingue puisque les supercalculateurs, c'est des micro-transistors qui font des milliards de calculs dans des mini-ordinateurs. Et là, on commence à relier tous les points. Et une des étapes qui va venir, ça va être d'avoir des machines qui ont toutes les fonctions du cerveau et de la pure intelligence artificielle. Mais pour moi, un réseau social est une forme de vie, c'est une forme d'intelligence et il a une forme d'autonomie. Alors oui, on peut le débrancher, mais on peut débrancher un humain aussi, on peut tuer un humain. Mais là, le truc, il est plugué, il est sur Internet, à moins qu'on coupe Internet, ce truc-là, il a une vie, il a un algorithme et il a un fonctionnement. Alors pas au sens exact de la vie qu'on connaît tous, c'est-à-dire qu'il ne va pas manger, il ne va pas se reproduire, etc. Mais il a beaucoup de fonctions de la vie. Partant de là, il y a des choses qui marchent chez nous qui vont marcher chez lui. Et là, ça va répondre à beaucoup de questions que vous pouvez vous poser. Si on part de ce postulat, je rapproche un peu le micro pour le... Je vois que tu es fâché là, tu vas le... T'es fou quoi. Donc, pour moi, il faut se dire qu'un réseau social est un animal et a des réactions animales. Et le moteur d'un animal, ce qui va générer le plus d'attention chez un animal, pour vous, c'est quoi? Ouais, la peur. Peur, c'est un truc énorme. Quoi d'autre? Chez un animal ou chez un humain d'ailleurs? Les trucs qui vont... L'instinct, la faim, c'est quoi qui va choper le plus d'attention, le plus mobiliser entièrement un animal? Le cul, ouais, ok. Bah ouais. De toute façon, on va faire les parallèles avec les réseaux sociaux après. L'accident, Accident, ouais. L'humour. L'humour. Alors ça, c'est pour les humains. La survie. Ouais. En fait, c'est que des choses. C'est quoi le point commun entre toutes ces choses qu'on est en train de dire? L'humour, le rire, la peur, l'émotion. L'émotion. Et moi, franchement, s'il y a qu'un mot à retenir, une arme secrète sur les réseaux sociaux, c'est l'émotion. Et d'ailleurs, là, je dézoome carrément. C'est pas vrai que sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'est vrai sur la vente, sur le marketing, sur ton produit, sur l'événementiel. Si tu as capté ce que c'est que l'émotion, c'est un super pouvoir. Et sur les réseaux sociaux, le hack, le cheat code, c'est de maîtriser les codes de l'émotion. Tu sais faire de l'émotion, tu sais faire du buzz. Tu fais un truc qui a une forte émotion, tu fais le tour du monde. C'est ça, les contenus qui font le tour du monde, c'est des contenus qui ont un pic soudain et extrême d'émotion. C'est ça ma définition du truc. Donc, je vous l'ai mis en une phrase, un réseau social, c'est une forme de vie. Ce qui marche dans ton cerveau, ça marche dans le sien. Il faut simplement fonctionner par biomimétisme, envoyer de la surprise, de l'émotion, susciter l'étonnement, etc. Ok. Donc, maintenant qu'on a peint le décor de qui est ce réseau social, je voulais vous donner 14 choses qui vont marcher pour vous. Alors pourquoi 14? Parce que j'en avais mis 10 et puis j'en ai pensé à 4 de plus. Donc, un premier, et du coup c'est là où je te parlais d'un triangle tout à l'heure, ça va être d'aligner 3 W. Le why du réseau, le why de ton audience et ton why. Pour moi, les comptes Insta qui vont le plus, les comptes réseaux sociaux qui vont le plus marcher, qui vont faire le buzz, le moment où tu vas vraiment devenir influenceur. Et influenceur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu parles, les gens te font confiance et peuvent faire ce que tu leur as dit de faire. C'est ça un influenceur. C'est pas quelqu'un qui met du rouge à lèvres dans une villa et sous le soleil. Ça, c'est le dark side de l'influence. Mais de l'influence, c'est genre tu parles, je te fais confiance, les yeux fermés. Et donc c'est quelque chose qui a énormément de valeur. Faut bien le traiter. Mais du coup, il faut aligner. Alors en effet, on parlait du why du réseau tout à l'heure. C'est quoi la douleur de ton prospect, etc. Donc ça, c'en est un. Mais il y a le tien aussi et il y a celui de ton réseau. Et quand tu arrives à aligner les trois, c'est le moment où tu vas être avec une telle justesse que tu vas être inarrêtable. Donc, par exemple, TikTok, on s'est dit c'est pour éclater ton petit frère. Ok, donc il faut avoir une communication qui va éclater ton petit frère. Donc il faut avoir une communication colonie de vacances, géo du Club Med, c'est fun et tout. Ok, why not? Si c'est YouTube, tu es un moteur de recherche qui répond à des questions. Donc ça veut dire qu'il va falloir avoir un positionnement où on te trouve en tapant une question. Donc tu réponds à une problématique. Si tu es sur Insta, c'est un truc plutôt branché avec majoritairement du multimédia
et en dessous, tu peux avoir du texte en option. Okay, c'est ça le why de ce réseau social, c'est ça sa fonction. Ma fonction, c'est que je fais de l'immobilier, que je fais du voyage, que je fais de la photo, que je fais de la fiscalité. Okay. Et celui de mon audience, c'est que quand ils investissent, ils ont trop peur ou ils pensent que c'est de l'arnaque. Okay. Et quand tu mélanges les trois, il faut vraiment avoir les trois en tête, c'est là où ça va vraiment percer. S'il en manque un des trois, ça ne marche pas. Et c'est pour ça que je vous dis que quand tu fais un contenu podcast que tu redécoupes sur Insta, ça ne peut pas marcher parce qu'il manque un des 3 W, il manque la fonction du réseau social où tu es. Tu es en train de... T'es avec la mauvaise tenue de soirée dans la mauvaise soirée, c'est chelou quoi. Donc ça peut marcher mais c'est chelou. Ok. Ensuite un deuxième, essayez d'être paresseux, généreux et pragmatique. Paresseux, sur les réseaux sociaux, ça veut dire c'est quoi votre avantage injuste? Ça, c'est normalement, vous maîtrisez ça, je pense. Mais quel est votre avantage injuste? C'est quoi le truc où tu te dis j'ai tellement de savoir et de trucs là-dedans que quand j'en parle, ça va être facile pour moi, je peux en produire vraiment beaucoup. Et votre avantage injuste, c'est la formation que vous avez déjà, parce que peut-être qu'à force de faire votre formation, vous vous dites c'est bateau, tout le monde le sait, mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Donc normalement, vous avez un savoir très très fort sur une énorme partie sur votre formation ou sur vos passions. Donc ça, c'est être paresseux. Être pragmatique, c'est qu'est-ce qui va vous apporter des leads et quelle est la douleur de ton audience. Donc la douleur de ton audience, pareil, je pense que vous maîtrisez à mort. C'est comme ça qu'on fait des ventes, c'est comme ça qu'on fait un webinaire, c'est comme ça qu'on fait un produit qui marche. Et on en parlait tout à l'heure aussi. Donc partez de la douleur de votre audience parce qu'en effet, c'est ce qui va vraiment résonner chez elle. Mais pas juste ça. Faites pas juste la douleur de votre audience. Faites-le en le racontant de la façon qui plaît bien pour le réseau social et avec votre vibe à vous. Et donc, qu'est-ce qui va vous apporter des leads? Là, c'est le côté pragmatique. C'est de se dire, en effet, tout à l'heure, quand on parlait d'immobilier, le but, c'est pas juste de faire du buzz et juste de faire de la visibilité, parce que d'ailleurs, tu vas pas non plus faire de vente. Donc, c'est en même temps d'être capable de se dire, OK, la fin de mon funnel, elle est là. Donc, l'entrée de mon funnel, elle est dans quel coin? Donc, ton tofu, je pense, Gérald vous en parle souvent, ton tofu, il ne faut pas qu'il soit n'importe où, mais il faut qu'il soit quand même dans le même funnel. Ton bofu, il est là, mais juste te dire, OK, dans ce cas, je peux aller les chercher là. C'est un peu alambiqué, mais je sais que je vais pouvoir les ramener. Donc, pensez funnel aussi. Pas juste buzz, parce qu'après, tu as une audience de gens, mais qui n'achèteront jamais chez toi. Place tes messages dans des fusées. Donc, c'est un peu le truc que je disais aussi tout à l'heure, c'est viser des contenus qui vont être viraux pour faire un maximum de reach. Et là, le seul objectif de ce contenu, ça va être de te dire, OK, je veux faire du reach, je veux toucher 2 millions de personnes. Et limite, copier un autre truc que vous avez vu ailleurs, mais fait à votre sauce, faites du reach. Ça va être votre véhicule pour derrière faire votre positionnement. Donc, typiquement, fais une photo où tu sais que tu es un peu éloigné de ce que tu aimerais faire ou un contenu où tu es un peu éloigné de ce que tu aimerais vendre à ton audience, mais où tu sais que comme ça va remonter toutes tes stats, ramener des gens et de temps en temps distille les choses où tu vas tirer des fléchettes qui vont te soit te donner de la crédibilité, soit parler de ton positionnement, soit permettre de placer des offres. Un autre pour moi, ça va être de viser la justesse. Et ça, c'est une image que j'aime beaucoup, c'est que et ça, c'est une des valeurs même que j'ai dans toutes mes boîtes où on crée de l'image. Le truc qui fait qu'aujourd'hui, on shoot des campagnes qui sont à 100 000 €, c'est que ce qu'on vend, c'est de l'exactitude et de la justesse. Et la justesse, c'est un mélange entre de l'artistique. Donc artistique, je parle d'image ou de copywriting aussi. Ça va être du positionnement, ça va être de l'intelligence, ça va être de l'émotion, ça va être de la finesse. Et en fait, la justesse, c'est quoi? C'est tout ce qui se passe, toutes les interactions entre humains. Il s'agit de quoi? Il s'agit que dans ton cerveau, tu ressens un truc chimiquement, il se passe quelque chose que tu ne peux pas expliquer. Ensuite, il faut énormément d'énergie pour arriver à l'expliquer, et c'est pas ouf ce que tu expliques versus ce que tu ressens vraiment. Ensuite, l'autre, il va l'entendre, et il va falloir qu'il le matérialise dans son cerveau. Et la justesse, c'est quand tu arrives à avoir une adéquation entre les deux chimies des deux cerveaux. Et les réseaux sociaux, c'est juste un média pour permettre la transmission entre les deux. Tout comme quand tu fais une discussion avec des potes, mais il y a même des discussions avec des potes où tu n'as même pas besoin de parler et tu arrives quand même à partager de l'émotion. Dans un concert aussi, quand tu écoutes de la musique, tu peux caler toute une salle sur la même émotion. Et pour moi, la justesse,
c'est, si vous arrivez à capter aussi ce truc-là de la justesse, c'est genre comment je provoque une justesse absolue, émotionnelle entre moi et mes audiences. Et une image que j'aime bien, c'est de se dire, pour péter un verre en cristal, c'est quand tu fais la note parfaite. Tu rentres en résonance quand tu fais une note exacte. Une note exacte, elle va aller de plus en plus fort, elle va faire énormément de bruit, elle va faire tout vibrer, elle va faire exploser tout. Ça, c'est quand la note, elle est parfaite. Et il faut viser la note parfaite dans ce que vous faites, la justesse absolue. Et ça, pareil, c'est vrai en marketing, en vente, en réseaux sociaux, dans vos concepts. Et plus vous visez la note parfaite, plus ça va être segmentant. Donc, dans l'absolu, si vous visez une note exacte, il va falloir dire de l'information exacte, mais avec votre vibe exacte. Et si c'est un peu bizarre ou un peu chelou, il faut le dire avec votre côté un peu bizarre ou un peu chelou. Il ne faut pas être lisse, il faut être tranché, il faut être segmenté. Du coup, ça va peut-être plaire qu'à 1% des gens, sauf que 1% de 6 milliards de personnes, il y a des gens de l'autre côté qui vont se dire « mais cette personne, c'est la seule au monde qui est capable de mettre les mots exacts sur ce que je pense ». Et plus vous allez être vraiment vous et viser exactement juste, plus ça va provoquer des wow effects de l'autre côté de votre audience. Et plus vous allez lisser, plus ça va être banal. Donc visez la justesse, une ode à la justesse. Alors, autre chose, ça vous en avez sûrement déjà entendu parler, et je vous le redis parce que c'est vraiment la clé, il faut tout batcher. Donc batcher, faire en masse, tout d'un coup. Les idées, les tournages, les montages, programmer. Le pire truc qu'on puisse faire pour moi en réseaux sociaux, c'est de se dire, vas-y, tu sais quoi, je vais faire un post. Alors, c'est quoi mon idée? Tac, ok, vas-y, maintenant je vais l'écrire. Ok, maintenant je trouve une photo. Ok, et maintenant, vas-y, je vais le poster. Ok, et maintenant je vais vérifier les commentaires. Là, tu viens de cramer énormément d'énergie parce qu'un des trucs qui est le plus fatigant pour un cerveau, c'est de changer de registre. Tu peux le faire quelques fois par jour. Alors, pour ceux qui ont beaucoup d'énergie, tu peux le faire 100 fois par jour, peut-être 200 fois par jour. Sauf que faire un post de A à Z, c'est déjà 5 ou 6 actions très différentes. Alors que si tu te mets dans un mood de trouver des idées, ben potentiellement, tu peux en écrire 10. Et même par ramification, ça peut te donner plein d'idées ou des sous-idées. Donc moi, ma reco, ce serait de se dire, d'avoir des moments où tu vas vraiment te dire, là, je suis dans un moment de créativité. Et moi, ce truc-là, je l'ai poussé à l'extrême, puisque comme je fais de la photo et de la vidéo, on est beaucoup sur la créativité, mais aussi sur la logique, sur la stratégie. Il y a des registres extrêmement différents. Et alors maintenant, j'ai arrêté de faire moi-même mes retouches, mais à une époque, quand je faisais mes sélections, je pouvais me faire 10 000 photos. Je regardais 10 000 photos et je mettais mes favoris. Et j'étais dans un mood et je connaissais exactement mon énergie en me disant, je sais que là, si je me fais 10 000 photos, il va me falloir 1 heure. Alors qu'il y a d'autres moments, si je dois me faire 10 000 photos, au bout de la journée, j'en aurais choisi et je ne serais même pas vraiment satisfait du truc. Donc, essayez de vraiment comprendre comment vous fonctionnez pour batcher vos trucs. Et là, l'objectif que nous, on s'est fixé en interne, pour vous partager un peu comment on va le faire, on va essayer de poster une vidéo YouTube par semaine et on va essayer de poster une quinzaine de contenus par semaine sur les différents réseaux sociaux. Et on a des moments où on va se faire 1 heure ou 2 que des idées. Et on va essayer de faire 2 mois de contenu d'avance. Donc on va pondre 100 idées. Et puis un autre moment où je vais que corriger du copywriting. Donc c'est mes équipes qui vont l'écrire, mais on va que focus, corriger du copywriting. Parce que quand on corrige un, ça te donne une idée sur un autre, tu vas faire de la consistance entre tout. Donc batchez tout. Ne faites surtout pas du individuel. Pour moi, il faut autant d'énergie pour faire un post que pour écrire 10 ou 20 idées. Donc franchement, batchez tout. Faites-vous des plages de 1 heure que vous limitez dans le temps. Parce que sinon, tu passes la journée. Donc, loi de Parkinson, donnez-vous 1 heure. Vous mettez 1 heure et vous faites tout votre contenu, une des étapes. À choisir, il vaut mieux être, reconnaissable. Comment dire? La façon dont je vous l'ai écrit, c'est soit reconnaissable même si c'est moche. À choisir entre quelque chose de très beau, mais avec sans direction artistique où on ne vous reconnaît pas, et quelque chose de plutôt moche, mais où c'est vraiment vous, choisissez d'être reconnaissable. Donc, dit autrement, il vous faut un vrai personal branding, même s'il est moche. En tout cas, il faut qu'on vous reconnaisse. Et d'ailleurs, si vous regardez, vous, les pages que vous préférez, il y en a certaines qui sont éclatées. Des pages de blagues où elles sont éclatées, mais genre, c'est juste tellement drôle que tu les suis, quoi. Il y a des pages de gens qui donnent des conseils où la personne, tu dis, franchement, la DA, elle est éclatée, mais par contre, il y a de la grosse valeur. Par contre, des pages qui sont très très belles, mais un peu creuses, ou juste qui changent tout le temps, ça marche. Non, c'était plutôt sur la positionnement. Des pages qui changeraient tout le temps de DA, le problème c'est que tu les vois dans ton feed et tu les reconnais pas. Donc soyez reconnaissable. Ayez une DA et vous prenez pas trop la tête sur les couleurs, le logo, les trucs. C'est important et c'est, j'ai envie de dire, les 20% finaux de vraiment avoir le style de votre choix. Mais déjà, ayez quelque chose de reconnaissable. C'est une priorité. Et si vous n'êtes pas reconnaissable aujourd'hui, faites un choix, quel qu'il soit. Faites pile ou face, choisissez une couleur, mais ayez un choix reconnaissable.
Typiquement, Mohamed, il est ultra reconnaissable. Genre, Mohamed, je ne sais pas si vous voyez, il a un geste comme ça, il y a des couleurs, il y a un orange spécifique. Je pourrais vous dire quel est le orange sur un pantonnier, quoi, tellement que c'est tout le temps le même orange sur tous les supports de communication. C'est toujours fond noir, donc c'est majoritairement noir avec du orange. Enfin, il y a des manières d'être reconnaissable sur les couleurs, sur les gestes, sur les mots que tu dis au début. Yomi Denzel, il fait une espèce de comme ça à chaque fois. Enfin, il y a des gens, ils ont des mimiques comme ça. Et le moment où tu commences à être imité ou imitable, c'est que tu as bien fait ton personal branding. Donc soyez caricaturable, reconnaissable. C'est là où vous créez des fans aussi et où votre contenu il est retenu. Soyez régulier. Et là, pareil, pour moi, il vaut mieux poster tous les jours à 4 h du matin que de poster parfois et puis à n'importe quelle heure. Il faut créer un rendez-vous. Et le pire, c'est que même à 4 h du matin, il y a des gens qui se lèvent. Donc ça peut même lancer la journée. Il y a des infirmières qui vont au taf, des Uber qui rentrent du taf. Donc ayez un rendez-vous régulier. Et la meilleure façon d'être régulier, c'est de gommer les imperfections humaines. En tant qu'humain, on n'est pas régulier. Même les gens qui sont vraiment carrés, il y a des moments où tu es fatigué, où tu as la flemme et tout. Donc la seule manière de gommer… Et il y a d'autres gens, ils sont carrément ingérables. J'en fais partie. Mais genre, il y a des jours où tu as plein d'énergie, il y en a où c'est mort. Jamais de la vie tu le fais. Donc quand tu as des courbes d'émotion ou d'énergie ou de motivation qui peuvent changer, et plus elles sont grandes, la meilleure façon, c'est de l'anticiper et de le programmer. Pour moi, vous ne devez jamais faire à la dernière minute et vous ne devez jamais avoir un rendez-vous et devoir le créer là et le poster là pour les réseaux sociaux. Quand vous créez un contenu, c'est pour dans un mois. Et il doit être programmé un mois à l'avance. Et alors, si vous êtes fatigué pendant une semaine, ce sera prêt 3 semaines à l'avance, quoi, pas de problème. Donc c'est pour ça que nous, sur tous nos réseaux sociaux, la manière qu'on va choisir pour poster toutes les semaines sur YouTube, c'est que là, on va bientôt poster parce que j'ai bientôt 2 mois de contenu d'avance. Et en fait, on va lancer à partir du moment où j'aurai tourné les vidéos qui me permettent de monter la suite. Et qu'on va avoir tout ce qui permet de poster sur les réseaux sociaux. Donc je veux faire 3 reels par vidéo YouTube. Donc dès qu'on a 24 reels qui poussent nos 8 vidéos YouTube, là, on va se dire, OK, on a ce qu'il faut, on a les cartouches pour poster. Et j'ai 2 mois d'avance. Et puis c'est facile, il suffit que je me mette une journée à tourner les vidéos et puis mes équipes, elles peuvent… Et il y a zéro stress en fait comme ça. Ça permet d'être un rouleau compresseur, d'être une vraie machine de guerre où les gens se disent mais comment ils font pour poster autant en masse tous les jours, bam, avec régularité, autant de valeur? C'est parce qu'il y a des moments dans la journée où tu dis putain, je me sens super créatif, vas-y, je vais écrire des idées. Ou alors, attends, là, j'ai vraiment envie de sélectionner des trucs ou de faire du copywriting. Et c'est que tu les as batchés et anticipés à mort pour lisser toutes tes courbes d'émotions et devenir une machine en fait. Tu deviens une machine si tu te comportes comme une machine, c'est-à-dire c'est anticipé et c'est programmé. Excuse-moi. Ouais. Est-ce que pour ça, du coup, tu recommandes d'utiliser des outils qui vont poster tes contenus? Ouais. Je les ai tous testés. J'en ai testé genre 20, tu vois, que j'ai installé, que j'ai testé. Le plus complet, vraiment très très geek, qui pousse le truc à fond, ça va être Hootsuite, mais qui est cher. C'est genre 300 € par mois, je pense. Mais là, ça va te donner vraiment des stats, tu peux suivre tes concurrents, ça te fait des feeds et tout, tu peux avoir des tonnes de reporting. Donc là, c'est vraiment le truc très geek, c'est le Active Campaign de l'outil de programmation. Et celui que j'aime bien moi, qui est minimaliste, un peu type Apple, avec quelques gros boutons et trucs, il s'appelle Buffer. Voilà, ça te permet de poster un peu sur tous les types de réseaux sociaux. Il n'y en a aucun qui est parfait, mais c'est celui que j'aime bien et qu'on va utiliser nous. Et ça diminue pas ton reach? Je ne l'ai pas remarqué. Non, mais même clairement pas. Le compte Six là, que j'ai lancé qui fait 70 000 followers, je l'ai lancé uniquement en automatique. J'ai pris une centaine de photos que je voulais poster et je les ai documentées pour que ça poste non-stop, genre plusieurs fois par jour. Et j'avais un moment où j'étais chaud pour les légendes, donc je suis allé sur Pinterest, j'ai lu plein de trucs, ça m'a donné plein d'inspi, j'ai écrit 100 légendes. Enfin, c'était avant ChatGPT, donc j'ai écrit 100 captions quoi. Et j'ai mis 100 photos qui me paraissaient bien. Et puis à un autre moment, je me disais ce serait bien si elles tombent dans cet ordre. Je les ai toutes programmées, j'ai pas regardé le truc pendant plusieurs mois et ça s'est envolé quoi. Parce que les gens ils voyaient du matraquage. Enfin pas du matraquage mais de qualité quoi. C'était exactement positionné. Et si c'était aussi bien positionné, c'est parce que je l'avais fait en une journée. Et je m'étais dit attends mais ça irait trop bien avec ça. Et en fait quand tu dézoomes, les gens ils se disent ouais mais tout est anticipé, c'est trop cool, c'est fluide et tout. Comme les séries que vous regardez sur Netflix où tu dis mais comment ils y ont pensé 10 ans avant que ce mec là c'est ce mec là. C'est juste que c'est écrit depuis le début en fait, ils ont batché l'idée. Et donc en fait, l'arbre il est écrit depuis le début et les vies secrètes de tous les spin-offs, elles sont prévues dès le début. Chaque personnage il a une vie derrière, c'est pas un hasard, c'est pas genre putain trop bien imaginé. Non, c'est juste comme ça que marche un scénario. Ton scénario il est écrit en entier depuis le début, y compris les vies des personnages qu'on voit pas. Donc là c'est un peu le même genre de choses, tout est anticipé. Et tu peux l'anticiper si tu fais la même journée parce que tu as tout en mémoire vive.
Tu sais que cette photo-là, 3 mois après, elle va répondre à un autre truc et donc que c'est bien articulé. Merci. Ouais, avec plaisir. C'est utilisé comme ça. Tac. Pour moi, il vaut mieux faire du outbound que du inbound. Donc Gérald, il en a parlé dans les OKR hier. C'est-à-dire que ne visez pas de faire 1 million de reach par mois ou plus 500 followers ou 30 commentaires, etc. Ça, le problème, c'est que ce n'est pas une métrique que vous pouvez contrôler. C'est frustrant parce que vous n'y arriverez pas. Parce que tu mets toujours un objectif idéal et franchement, malheureusement, on peut pas du tout contrôler ça. Par contre, vous pouvez contrôler de poster 3 fois par semaine ou 6 fois par semaine. Et ça, vous pouvez vraiment vous débriefer, genre putain, j'avais dit 6 fois, j'ai fait 4 fois. Ok, qu'est-ce qui merde, comment je l'améliore? Et après, vous pouvez mesurer l'outbound et puis vous dire ah, tiens, j'ai fait moins de reach que je pensais et essayer de comprendre pourquoi et essayer de le corriger. Mais félicitez-vous si vous avez tenu votre rythme de publication. Et ensuite, dites-vous comment je peux améliorer qualitativement ou les messages ou pour que ça prenne un peu plus. Mais déjà, mettez-vous une stratégie en termes d'OKR sur vos réseaux sociaux en outbound, en output, en input, pardon, c'est-à-dire en énergie que vous mettez. Ok, donc, et un bon taux, franchement, sur chaque réseau social, c'est quelques fois par semaine, en gros. Une fois, c'est vraiment un minimum, quelques fois, c'est cool. Et si votre truc est vraiment exceptionnel, franchement, plusieurs fois par réseau social par jour, ça marche aussi. Mais c'est vraiment quand vous voulez mettre une équipe dédiée dessus. Mais mettez-vous un objectif de volume de publication. On en a un peu parlé tout à l'heure, mais je voulais le remettre dans les 14 conseils. Dites-vous que vous êtes un média. Donc, c'est-à-dire que Insta, ce n'est pas juste un endroit où tu peux faire des ventes. Pour moi, le pouvoir des réseaux sociaux, faire des ventes, c'est une partie du truc. Mais les réseaux sociaux, pour moi, vont travailler sur beaucoup de choses, au-delà des ventes, au-delà du chiffre d'affaires. Le réseau social, une fois qu'il est à maturité et qu'il est vraiment puissant, ça va vous faire des trucs de fou. Ça va vous augmenter votre liberté. C'est-à-dire que vous aurez accès à des choses auxquelles un humain normal n'a pas accès. Moi, je me suis retrouvé à photographier François Hollande dans son bureau. Alors, c'est pas pour le François Hollande, mais c'est pour le fait d'aller dans le bureau de l'Élysée. Parce que j'avais de l'audience. Et parce que j'avais été trouvé comme ça. Je me suis retrouvé à la Fashion Week aussi, à faire des shoots de trucs de fou. Non, il n'y avait pas François Hollande. Même avec une perruque, ça ne marchait pas. Ils ont testé, ils ont fait genre waouh, non, c'est pas possible. Je me suis retrouvé à faire tous les trucs de mes rêves. Je me suis retrouvé au Groenland à aller photographier des ours polaires sur un bateau avec d'autres photographes. Je me suis retrouvé ambassadeur voyage du Québec parce qu'ils m'ont choisi pour être dans leur campagne de pub. Genre, je ne suis pas du tout acteur, mais ils voulaient que j'y sois pour représenter parce que j'étais le gars qui faisait de l'aventure. Et en fait, ça va augmenter votre liberté si vous avez un réseau social puissant, votre autorité aussi, votre crédibilité. Ça va travailler aussi, bien sûr, sur le chiffre d'affaires. Ça va vous permettre de faire beaucoup plus de cash. Et ça va travailler aussi sur, en fait, quelque chose normalement qui se passe qui est normalement ce qui initie votre envie de départ de faire de l'entrepreneuriat et ce qui se manifeste de plus en plus quand vous avez atteint votre palier de chiffre d'affaires rêvé, c'est qu'à un moment, tu cherches du sens et tu dis, OK, bon, moi, je voulais faire 5 millions, OK, j'ai fait 5 millions, so what? Genre, OK, bah, en fait, ma vie n'a pas changé. Et souvent, alors, soit tu as une impulsion de départ où tu dis, je veux changer le monde de cette manière, soit tu ne l'as pas tout de suite, tu veux juste faire du cash. Et quand tu fais le cash, tu te dis, bon, en fait, pourquoi je fais tout ça? Et là, tu cherches du sens. Ben, les réseaux sociaux, ça travaille directement à ça. Puisqu'en fait, avec les réseaux sociaux, franchement, tu changes des vies. Et vous le voyez, hein, je pense qu'il y a vous avez certains followers, normalement, quelle que soit la taille de ton audience, tu as des gens qui t'écrivent en disant, waouh, tu m'as retourné le cerveau, j'ai appliqué ton truc, ça a changé ma life. Et ben, quand tu as des grosses audiences, c'est tous les jours, non-stop. Des gens qui t'écrivent de ça, des gens qui te croisent dans la rue, qui disent, mais tu as changé ma vie, j'ai vu 15 de tes publications. Et donc, considérez-vous comme un média, avec tout ce que ça représente. Si les milliardaires, ils veulent tous avoir leur propre média, c'est pour ces raisons-là aussi, pour les 3 que je viens de citer. Liberté, revenu, impact. Ça permet les 3 et dites-vous que votre réseau social est votre média. Donc ça vous donne tous ces pouvoirs-là. Segmenter sans concession. Donc ça, j'en ai parlé tout à l'heure. En gros, il vaut mieux parler très solide à 1% que de parler plutôt creux à 99%. Même si potentiellement ça fait plus de followers de parler un peu creux, mais c'est un peu mou et c'est pas très engageant et en fait ça va juste être du divertissement, les gens ils vont pas trop, voilà.
Alors que si vous parlez extrêmement solide à 1%, c'est là où ça va faire très mal et où les gens ils vont vous suivre à la vie et à la mort. Et c'est ça, j'en ai cité quelques-uns, les influenceurs qui sont un peu cancel sur les réseaux sociaux, même s'ils sont cancel, ils continuent à faire le buzz. On veut les arrêter, ils sont inarrêtables. Et c'est un très bon exemple, les gens extrêmement controversés. Il y en a eu plusieurs sur les 10 dernières années. Il y a eu Dieudonné, il y a des gens comme ça, où tout le monde veut les cancel et ils sont inarrêtables parce que ça parle à une partie de la population. Et en fait, même si tu veux les arrêter, ça passe. Donc, soyez vraiment vous-même, ayez vraiment votre message et voilà, sans concession. Alors, une image qui a été vue hier, mais que j'explique un petit peu différemment, c'est de copier les surfeurs. Et c'est marrant parce que j'utilise la même image. Moi, la logique des surfeurs, pour le simplifier, c'est de se dire, parfois, ça ne sert à rien d'essayer de réinventer la roue. Et je le vois chez les gens, par exemple chez les coiffeurs où on va créer du contenu, il y en a qui se vexent si on fait du contenu chez un d'entre eux et qu'on reprend la même idée chez un autre. En mode genre, ah mais moi je voulais ma propre idée et tout. Mais pour moi, c'est une erreur. Déjà, tu n'arriveras pas à trouver que des contenus originaux. C'est impossible. On est 8 milliards à poster, enfin, on est quelques centaines de millions à poster plusieurs fois par mois. Toutes les idées ont déjà été trouvées. ChatGPT, il y a déjà tout dessus. Donc juste dites-vous, elles sont où les vagues et allez sur le spot à vagues. Essayez pas de tout le temps tout réinventer. C'est épuisant et ça ne marche pas en fait. Parce que la proba pour qu'à chaque fois que vous fassiez un contenu, il perce et que vous l'ayez inventé sans aucune inspiration. Donc épargnez-vous ça et cherchez les spots à vagues. Faites du lean. Donc la logique, c'est de se dire, et alors pour moi ça marche pour du contenu, ça marche aussi pour une strat réseaux sociaux et puis en fait ça marche pour tout. Et j'imagine qu'avec Gérald, vous devez le voir assez souvent aussi. En tout cas, faites du lean, c'est-à-dire imaginez quelque chose, produisez votre MVP, Minimum Viable Product, testez-le vite, mesurez, corrigez, répétez. Donc, typiquement, tout à l'heure, je disais, il ne faut pas prendre un podcast que vous segmentez et que vous repostez comme ça. Ben, ok, mais il faut peut-être tester l'inverse. Il faut peut-être faire du lean et dire, attends, ok, je vais plutôt essayer de craquer comment on pourrait le faire. Tu fais ta V1, tu dis, ok, ça n'a pas marché. Tu recommences en mettant une punchline, tu dis, ah, ça n'a pas marché. Tu recommences en mettant un titre écrit, tu dis, tiens, c'est marrant, ça a un peu plus marché. Et en fait, tester, itérer, mesurer, et c'est ça qui marche le mieux. Il n'y a aucune règle sur les réseaux sociaux qui marche de manière universelle, sauf le coup de l'émotion et la justesse. C'est les trucs les plus compliqués à comprendre, un peu chelous, mais c'est vraiment ça. Il faut une justesse absolue et une vraie forte courbe d'émotion. Après, sur les formats, les contenus, les techniques, les stratégies, lean, faites du lean. Testez et répétez le plus vite possible. Utilisez l'IA. Hier, il y avait des questions sur l'IA et moi, pour le coup, je pense qu'il faut utiliser à balle de l'IA. Et en fait, la clé sur l'intelligence artificielle, c'est que je ne pense surtout pas qu'il faut faire le travail par l'intelligence artificielle. Pour moi, l'IA, ça doit être votre stagiaire. Donc, c'est-à-dire, l'IA, en fait, c'est un stagiaire qui sort de la meilleure école d'ingénieurs de France. C'est-à-dire très, très technique, capable d'aller très, très loin, presque inarrêtable, mais il faut quand même qu'il soit coaché pour avoir votre vibe. Et pour moi, l'IA, votre rôle, c'est de coacher ce stagiaire, de génie, mais qui n'est pas très personnalisé. Donc la façon de gérer l'IA dans vos réseaux sociaux pour moi, ça va être de lui apprendre à parler à ta manière. Donc dans le passé, c'est-à-dire il y a 4 jours, je vous aurais dit il faut trouver des prompts parfaits qui vont permettre à l'IA de comprendre comme tu parles. Mais depuis 4 jours, ça a changé puisque ChatGPT a fait une nouvelle version, GPT-4 Turbo, monstrueuse. Si vous n'avez pas vu ça, vous allez avoir une des plus grosses découvertes de votre vie, de la même puissance que la découverte de ChatGPT il y a 1 an. Depuis 4 jours, ChatGPT a annoncé qu'ils allaient vous permettre de chacun avoir votre propre ChatGPT entraîné sur vos données. Donc dit autrement, tu documentes ton Notion avec toutes tes valeurs, tout ton fonctionnement, toute ton équipe, tes ambitions, ta vision à 10 ans, tes fonctionnements, tes process, etc. Tu documentes tout ça, tu le donnes à ChatGPT et tu dis à partir de maintenant, tu me réponds avec ça en tête. Ouais. Et il va vous permettre aussi, donc ça c'est juste un des bangers qui a été annoncé, mais il n'y a pas que ça. Vous allez pouvoir le commercialiser aussi en marque blanche. Donc si vous avez envie de faire un coach qui pense comme vous, c'est possible en fait. Il y a des projets de développement, de l'inventer, ils l'ont sorti, voilà, fin de l'histoire. Et puis on ne sait pas ce qu'ils vont sortir d'ici 1 an. Donc traînez l'IA à parler comme vous. Ouais.
Ça va très vite, l'IA. Donc, plus que jamais, fuyez le standard et visez le 1% qui est exactement comme vous, parce que les gens, de plus en plus, ils vont aller vers votre vibe plutôt que vers la bonne réponse standard qui est trouvable sur ChatGPT, qui va être trouvable partout. Les gens vont chercher l'anomalie ou plutôt la justesse et l'émotion, c'est-à-dire quelqu'un qui vibre exactement comme vous. Et vibrer comme vous, ça, ChatGPT, il ne pourra pas le faire, sauf votre propre ChatGPT à vous qui parle comme vous. Et c'est un peu comme dans un groupe de potes, ton meilleur pote, il est un peu chelou, quoi. Ben, c'est ça qu'il va falloir viser. Et c'est ça qu'il va falloir travailler main dans la main avec l'IA parce que ça va devenir incontournable. Un qui est important aussi, c'est de vous amuser. D'ailleurs, tiens, c'est marrant, c'est ce que je viens de dire. Ce que tes bons potes préfèrent, c'est ton côté chelou et authentique. Donc c'est un peu pareil avec vos audiences. Donc en conclusion, je voulais vous dire ce qui pour moi va changer en 2024, les grosses tendances qui arrivent. Et bon, j'en vois quelques-unes, j'aurais pu en mettre plus. Une première grosse tendance qui va arriver pour moi, c'est que la qualité, elle va devenir obligatoire sur le fond et sur la forme. Elle va exploser, elle va devenir vraiment professionnelle et obligatoire. On l'a vu, de toute façon, c'est une tendance même qui s'est bien renforcée en 2023. Il y a eu des phases. Il y a eu une phase où, par exemple sur Instagram, c'était d'abord des photos avec des filtres un peu éclatés et c'est devenu de plus en plus professionnel jusqu'à devenir des cartes postales. Et puis ensuite, aujourd'hui, la photo carte postale, ça ne marche plus du tout. Ça s'est écroulé. Chez les mannequins, ce qui marche, c'est le selfie pris à l'arrache en mode effortless. Et ce qui marche sinon, c'est de donner des conseils, des choses comme ça. Donc il y a des grosses tendances. Et les conseils, ils étaient éclatés au début et maintenant, ils sont de plus en plus professionnels. On voit de plus en plus d'agences se lancer où c'est filmé avec un vrai réflexe, etc. Donc pour moi, il va y avoir un renforcement encore du côté professionnel. Les gens, ils vont attendre du fond et de la forme parfait. Donc anticipez ça, mettez-le dans votre strat. Les trucs homemade, je pense que ça va de moins en moins marcher. Pour moi, le rendement valeur divisé par temps va augmenter. Cette équation, elle va augmenter. Donc valeur divisé par temps, ça veut dire que pour moi, la valeur de tout le contenu va augmenter et le temps va raccourcir. Donc je pense qu'on va avoir des contenus de plus en plus courts avec de plus en plus de valeur. Ça ne veut pas dire que les formats longs vont disparaître, surtout qu'il y a un gros incentive de la part de tous les réseaux sociaux. Donc les gens, ils vont vouloir un gros rendement de qualité, valeur divisée par temps, mais les réseaux sociaux, ils vont vouloir l'inverse. Ils vont vouloir maximiser le temps de présence des gens sur le réseau social. Et donc, ils vont vouloir vous payer en vous donnant plus de reach si vous faites du contenu long qui fait que les gens restent addicts. Donc, il y a un peu ces deux tendances en même temps. Pour moi, le coût par lead organique ne va pas rester gratuit. Aujourd'hui, l'organique, c'est gratuit. Tu postes un truc qui est stylé, ça va être gratuit. Mais ce CPL, il va plus être à zéro, il va commencer potentiellement à avoir une valeur. On le voit. Elon Musk, il a bousculé un peu le jeu en proposant des trucs de fou, se faire valider pour 10 € par mois. Tout le monde s'est foutu de lui. Facebook l'a proposé un peu juste après. Et là, il y a des tests qui sont en train d'être faits où Insta propose de payer pour plus voir de publicité. Donc c'est une autre manière de dire que en fait, ton organique va être payant. En tout cas, il va falloir… pour moi, la gratuité est mise à risque. On va voir. Peut-être que ça va être un flop total, mais peut-être que tout va devenir payant. Et ce ne serait pas déconnant du tout. Je dirais même que c'est une opportunité. C'est-à-dire que là, dans la salle, vous êtes déjà tous éduqués à envoyer beaucoup de cash en vous disant mais c'est normal de mettre de la pub pour vendre, en fait, parce qu'à l'époque, la télé, c'était plutôt 1 million € le spot. Là, c'est plutôt 50, 100, 1000 €, voilà, tous les quelques temps, avec un vrai effet immédiat. Donc juste dites-vous, ça risque d'être payant. Et bien si c'est payant, foncez. Parce que les gens vont tous hésiter, en fait. Donc c'est payant et c'est une opportunité, puisqu'il y a un fort ROI. L'IA, pour moi, va inonder les réseaux sociaux de contenu sans âme, lisse, standardisé. Et pareil, c'est une opportunité, en reprenant les trucs que je vous ai dit, en visant une vraie justesse, une vraie personnalisation, viser juste pour reproduire dans les cerveaux des autres que votre côté chelou, votre côté authentique. Plus vous allez réussir à créer ça, créer un personnage, avec un vrai personal branding, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut être reconnaissable, et bien plus les gens ils vont vous kiffer et vous suivre. Et les humains, ils sont très sensibles, on le voit quand c'est de l'IA. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de voir des… Là par exemple, moi je suis en train de faire des recrutements et je vois les candidats qui m'ont répondu avec ChatGPT. Enfin, on le voit. T'es là, tu fais genre, gars, ta réponse d'avant il y avait 3 fautes d'orthographe, là c'est parfait. Donc les gens ressentent ce truc-là, même si vous pensez les carottes, ils vont le voir. Donc
C'est pour ça qu'il faut apprendre à l'IA à parler comme vous, ou alors votre IA vous fait votre V1 et vous réécrivez des petits passages. Ou comme on disait hier, vous remettez des fautes. Vous mettez une erreur sur un point, vous mettez un mot qui n'est pas le bon mot, exprès pour un peu saboter le côté parfait. C'est d'ailleurs la même tension qui existe entre, moi dans mon univers, entre la photo et la 3D. Le métier d'un photographe, ça va être de faire une photo, puis de la retoucher tellement bien que ça se rapproche d'une 3D. Et le métier d'un mec qui fait de la 3D, c'est de faire une 3D et de la salir un petit peu pour que ça ressemble à une vraie photo. Et donc en fait, dans cet univers de la pub et de l'image, les deux tendent, la photo tend à la perfection et la 3D tend à la réalité. Et c'est un peu la même chose qui va se passer pour moi dans le monde des idées, des réseaux sociaux et de l'IA. Il va falloir utiliser l'IA pour faire des choses, mais qui soient réalistes et avec un côté réel. Je pense qu'on va avoir passé de plus en plus d'étoiles filantes qui vont exploser en plein vol. Donc c'est-à-dire des gens qui vont percer, qui vont faire un truc sur ChatGPT, ils vont le lancer. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils vont être chauds, ils vont lancer un truc, ça va être basé sur l'émotion, mais dans la durée, ils ne vont pas avoir les mécanismes en place que vous pouvez avoir dans la salle, de se dire « Ok, moi je suis ancré pour une vision long terme et j'y vais en mode rouleau compresseur ». Donc nom de code, le truc qui ne marche pas, c'est de se dire « Vas-y, je me motive, j'écris 15 posts et je les programme ». Et puis ensuite, tu n'entretiens pas le truc et puis au bout de 15 jours, il n'y a plus les 15 posts. Et on l'a tous vu, il y a une tendance, l'été il y a un an, donc pas cet été mais l'été encore avant, c'était la tendance où tu fais face cam, un contenu reel par jour. Il y en a plein d'infopreneurs qui l'ont fait, de dire vas-y, une fois par jour je poste un truc. Et bam, 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 ça tient 10 jours et au bout de 10 jours tu es cramé. Donc il va y avoir de plus en plus d'étoiles filantes. Demandez-vous comment vous pouvez ne pas être une étoile filante sur le format réseaux sociaux. Je pense aussi que les formats ils vont fusionner pour devenir une moyenne de tout ce qui marche le mieux. Et ça a commencé aussi. C'est-à-dire que TikTok a bousculé le game en faisant des vidéos courtes. C'est devenu les Reels sur Instagram. Donc je pense qu'il va y avoir, comme dans tout nouveau domaine, ça a été vrai pendant la révolution industrielle, ça a été vrai pendant l'ère des startups en l'an 2000, c'est vrai actuellement sur les formats de réseaux sociaux. Il y a une nouvelle technologie, il y a une multiplicité de formats, de tendances qui existent et c'est en train de s'agglomérer pour devenir quelques grosses tendances. Donc il va y avoir quelques formats qui vont s'agglomérer et je pense que la vidéo courte, ça va rester un des moyens phares. Et puis la dernière tendance, bien sûr, c'est que dans cette salle, vous allez sortir votre épingle du jeu car vous allez proposer du contenu qualitatif et en mode diesel. Voilà. Chers amis, ça fait beaucoup d'infos. That's it for today. C'est bon, il restait des questions ou je vous ai épuisé? Parfait. Parfait, il n'y a plus d'énergie. Il y a une question, juste est-ce que tu peux mettre à disposition le chèque? Ouais. Ouais. Sans problème. Ouais. Ce sera peut-être un sujet de conversation, donc pas sûr comment on le traite maintenant, je ne sais pas le temps qu'on a. Mais X, tu vois, lead gratuitement. Mais c'est pas gratuit. Ça coûte pas d'argent. Par contre, ça coûte du temps, ça coûte beaucoup d'énergie. Entretenir un réseau social, il y a une forme, surtout, tu vois, Insta, TikTok, il faut produire quotidiennement, en tout cas très régulièrement du contenu. Et par exemple, une des choses qui m'a toujours freiné à entrer sérieusement dans ces réseaux, c'est qu'en fait, il y a une forme de servitude. À partir du moment où tu es dedans, en fait, comme un esclave, tu dois aller produire du contenu, sinon ton truc il clame en fait. J'aime bien le vocabulaire que tu emploies et qui donne tout ton imaginaire. Clamser, esclave, obligé, non, ok. Et en fait, oui, parce qu'en fait, la liberté, c'est ma valeur fondamentale. Ouais. Par exemple, je produis plutôt du contenu sur YouTube, je me dis, le contenu il est là, je le poste, et même du contenu que j'ai fait il y a 4 ans, il continue de bosser pour moi. Le contenu que tu as fait sur Insta il y a 3 jours, il est déjà mort en fait, il est déjà périmé. Alors c'est peut-être justement un sujet de conversation plus large, je ne sais pas si on le traite maintenant, mais ça m'intéresserait justement d'avoir ton avis sur cette question. Ouais, alors moi il y a deux choses. Déjà, il y a beaucoup de croyances limitantes. Tu me dis une fois que tu as posté un truc, il est mort. Je pense pas. Tu peux, on l'a vu hier aussi, repurpose à mort. Donc un truc au bout de 4 mois, tu le reposes. Il faut rebosser. Il faut recycler quand même. Ouais. Il faut aller bosser. Ouais. Et alors, donc moi le conseil que je te donnerais, c'est tout le monde entend que tu détestes ça, ou en tout cas que c'est pas ton délire, ou en tout cas que tu vis une injustice par rapport à ça. C'est-à-dire, ça me saoule, j'ai pas envie de le faire, c'est obligé, et ça me saoule de devoir y aller parce que tout le monde y va. Et en même temps, je pense que aussi, d'un point de vue entrepreneur, tu as capté qu'il y a quand même un marché, quoi. Donc je pense que tu as cette tension qui existe. En fait, pour moi, la manière de le résoudre, c'est de te dire, ça t'amuse pas, embauche quelqu'un que ça éclate. Parce qu'il y a des gens que ça éclate. Et si tu veux le faire gratuitement, tu prends un apprenti parce qu'aujourd'hui, c'est remboursé par l'État et ça coûte 0 pour le coup. Moi, j'essaye avec des bons. J'arrive pas à trouver quelqu'un je me dis, c'est quand même pas, je lui demande pas de mettre une fusée sur Mars, tu vois. Ouais. Faire
Mais, on est d'accord? Ok. Et non, ils les payent cher, les Google, ils sont pas capables. Ok. Mais t'es d'accord que déjà le problème se décale. On est de plus en plus ciblé. Et là, il s'agit juste de trouver un mec qui est bon. Donc déjà, on a un peu ciblé. C'est pas si S'il vous plaît, encore Les des mecs mecs qui qui sont sont. bons, ils sont entrepreneurs. Ils sont pas- Ouais. Non, alors, c'est que moi, il y a une règle que moi, je m'en suis rendu compte avec mon administratif et ma compta. Je déteste ça, comme tu détestes les réseaux sociaux. Et ça fait le 4e cabinet que je change en me disant, il n'y en a aucun qui est bon. Et je suis en train de me dire que le problème vient sûrement de moi, du coup. Et que peut-être je déteste tellement ça, que je refuse de les manager, je refuse de contrôler ce qu'ils font. Et en fait, alors que je le fais très bien avec les gens en prod dans mon équipe, et j'ai fait une introspection le jour, je me suis dit, mais en fait, les gars de la prod dans mon équipe, je les check tous les jours. Un petit truc, tu vois, ouais, ça va, comment les gars, et je check tout le temps. Et je n'autorise pas ça à mon cabinet comptable parce que je déteste ça. Je trouve ça une énorme injustice de gagner des sous et de devoir dépenser encore plus de sous pour faire ta compta, pour pouvoir savoir combien tu vas devoir payer d'impôts. Tu sais, tu fais genre, les gars, vous ne pouvez pas vous automatiser un truc, mais vous m'obligez à gérer, à prendre du temps pour savoir combien je vous dois en plus. Tu sais, c'est moi qui dois calculer mon addition, quoi. Donc moi, je trouve ça extrêmement injuste. Et du coup, ça me coûte beaucoup d'énergie et je déteste. Donc là, je vais juste devoir faire un taf de me dire, ok, je vais accepter de prendre du temps et pour que ce soit bien fait, pour que ça. Et je pense qu'il faut que tu fasses ce genre de taf de dire, vas-y, j'ai pas le choix en fait. Il faut le craquer parce que sinon, je passe à côté d'une énorme opportunité. C'est que les réseaux sociaux, c'est énorme, c'est de la communication gratos. Ou même si c'est payant, il y a du temps, etc. Mais c'est immense comme marché. Juste, faut te dire, vas-y, je déteste, mais je suis suffisamment intelligent pour me dire comment je craque le truc, qui je trouve, quelle est la personne à qui j'adore taffer, ou même comment je mets en place un processus de recrutement qui va attirer les bonnes personnes. Donc pas en mode genre, alors toi les réseaux sociaux, tu fais comment? Ouais. Bon, non mais ça c'est facile, parce que ce truc-là, là, tu vas pas te faire payer pour ça. Tu vois, faut changer de posture et être là genre, vas-y, toi ça t'éclate, vas-y, bah éclate-moi, vends-moi du rêve, comment tu le ferais? Ok. Tu vois, vraiment changer de posture. Ou peut-être que quelqu'un dans ton équipe aujourd'hui se sentirait de faire le recrutement à ta place, voire de manager. Mais pour moi, il faut juste faire la paix avec ce truc-là et te dire, je dois le craquer, fin de l'histoire, et je dois mettre en place ce qu'il faut. C'est mon conseil que je te donne, ça va vraiment te faciliter la vie. Est-ce que je peux amener un complément Ouais. à ce que vient de dire Yoni? En fait, Yoni, juste sur la vision, il faut changer la vision sur c'est chiant, ça te prend du temps et tout. Moi, je vois juste un truc, c'est que c'est un investissement. Une fois que c'est fait, les vidéos continuent de tourner. Non, mais j'entends, mais c'est pas gratos, tu vois, c'est du temps et de l'énergie que tu ne peux pas À la autre base, chose. oui, mais après, ça fait compound parce que ça reste sur Ouais. les réseaux sociaux et les vidéos, elles continuent d'être vues. En fait. En plus, on va pas t'apprendre à toi ce que c'est que l'investissement. C'est toi qui nous l'apprends. Donc, mais moi, je vois le truc où, ma méthode perso, quand je mets en place une fonction comme ça, moi aussi, ça m'emmerde ce truc. Mais je vais essayer d'avoir un point de vue idéaliste sur un playbook. Okay, j'écris tout ce que j'imagine par rapport à des interventions comme ça, qui sont là ici, vous n'avez pas sollicité, voilà, vous êtes tombé dessus, vous aurez pu tomber sur une vidéo, vous aurez pu tomber sur une conversation, bon, vous avez quelques briques de trucs, vous listez un point de vue certainement faux, un peu caricatural. Ensuite, tu prends un expert qui va te coûter 1000 balles de l'heure, et lui, il débug ton truc. Et après, tu as un playbook, et là, tu trouves la bonne personne qui est capable d'exécuter le playbook en mettant 0% d'intelligence dedans, juste de l'application. Et là, logiquement, ça va beaucoup mieux. Moi, en ce moment, je bosse cette méthode-là, je la fais sur le branding avec Jérémy Coleman, qui nous regarde. Jérémy, salut, il est sur Zoom. Ben, en fait, on bosse sur le branding, il est en train, on bosse là-dessus, mais je l'ai fait avec plein d'autres personnes. Et ça nous a aidé à trouver une cohérence entre nos marques, nos machins et tout. Donc, ça aurait pu être sur les réseaux sociaux, ça aurait pu être sur la vente. À l'époque, rappelle-toi, quand on a commencé à bosser ensemble, parce que toi, tu es mon premier partenaire dans l'accompagnement, on a mis l'équipe de vente, ça t'emmerdait, tu voulais pas, et puis on a eu les résultats qu'on a eu. Donc en fait, je pense que tu playbook de manière caricaturale, tu prends un expert qui te débug le truc à 1000 balles ou 2000 balles de l'heure, parce que tu t'en fous, parce qu'on a besoin pendant 2 heures, et à ton niveau de business, c'est insignifiant, et par contre, il va regarder tous les angles morts qu'il y a dans ton playbook, et ensuite, après, bah, tu prends un exécutant juste pour exécuter. Et par contre, l'exécutant, je pense que l'erreur, c'est de lui demander au poisson de grimper à l'arbre. On l'a beaucoup utilisé ce dernier mois dans le groupe, le truc. Moi, en tout cas, c'est ma méthode quand je ne connais pas une thématique et que j'essaie d'investir dans un truc. Voilà, retour d'expérience. T'avais une question? Ouais, c'est une question simple. On peut faire. Du coup, question, est-ce qu'on doit communiquer en tant que personal brand ou en tant qu'agence? C'est super vaste. Ah oui, d'accord. Ouais, bah, ça c'est une grosse. Ça dépend de ta stratégie. Les deux pour moi sont totalement dichotomiques. C'est-à-dire que tu as une strate qui consiste à tout incarner par son fondateur. Pour moi, c'est la manière la plus rapide
de grossir parce qu'en fait c'est incarné, les gens peuvent se reconnaître, etc. Mais dans ce cas-là, tu deviens le maillon faible de ta boîte parce que la boîte elle est difficilement vendable. Si tu tombes malade, c'est difficilement voilà. Donc ça c'est une manière. Et une autre manière qui est de créer plutôt de la pérennité, c'est d'arriver à te détacher de ta boîte et que tu ne deviennes plus l'ingrédient obligatoire de chacune des actions. Te concernant, vu là où tu en es aujourd'hui et ce qu'on a discuté, je pense que là, il faut tout capitaliser sur toi, parce que ta boîte, c'est toi, c'est ton expertise. Viendra le temps où il faudra te dire comment je m'extrais peu à peu. Et par exemple, quelqu'un qui l'a très bien fait récemment, c'est Louis, donc, de l'école Grain, je ne sais pas si vous voyez. C'était un influenceur, le gars, en mode beau gosse, tout le truc. Donc le truc parfait, le gars, il passe bien à la cam, il est cool, il a un super produit qui est basé sur son expertise et tout. Et le gars, il a opéré un switch, mais que j'avais jamais vu à ce point-là avant. En 1 an, il est plus sur ses vidéos. Il livre plus son académie, il fait même plus les stories, il a recruté des gens et en fait c'est la team Grain et ça marche super bien, ça n'a rien ralenti. Donc lui c'est un super exemple si vous voulez voir comment on peut s'extraire. Mais il l'a fait parce qu'il a déjà atteint une certaine notoriété et c'est à la manière d'eux et on sait qu'il est pas loin et je pense que dans 2 ans on ne saura même plus qu'il est là. Donc ouais, si tu veux faire de la vitesse et de la puissance, court terme, capitalise tout sur ton personal brand mais aie à l'idée que le jour où tu veux revendre ou scaler ou ce genre de choses, il faut sortir de ta marque. On finit à pile, comme ça on se met pas trop à l'avant pour la conclusion suivante, si ça vous va. Nickel. Moi je voulais juste savoir si, selon toi, le shadowban ça existe vraiment, sur Instagram notamment, et si ça existe, si on l'est, imaginons, qu'est-ce que tu conseilles, refaire un compte Ouais, alors j'aime bien toutes ces problématiques, les traiter en allant derrière le rideau et se dire qu'est-ce que Instagram doit faire pour servir son objectif. Donc est-ce que le shadowban existe? Oui, c'est une certitude. Et en fait, c'est juste se dire qu'est-ce qu'il ferait, pourquoi il le ferait, et juste l'accepter et te dire mais ils ont trop raison de faire ça. Si toi, tu étais Instagram, qu'est-ce que tu ferais? Tu t'éloignerais les spammers parce que ça saoule tout le monde. Et donc, en gros, Instagram, ils ont plusieurs verrous. Instagram ou tous les réseaux sociaux, ils ont plusieurs verrous. Un, ils veulent éviter de créer une mauvaise ambiance sur le réseau social. Donc, si tu dis des trucs très controversés, potentiellement, danger. Par ailleurs, la plupart, c'est des Américains, ils sont très puritains. Donc si tu mets des trucs trop de cul, en gros, tu vas te faire shadowban. Donc les trucs trop sexy, trop provoques, voilà, je pense pas que ce soit ton cas. Par ailleurs, si tu spams comme un malade, genre des tonnes de hashtags, que tu mets des robots, que tu commentes, etc., pareil, Instagram va dire le relou, quoi. Donc en fait, toutes les choses que tu fais pour carotte le réseau social ou pour surfer sur des choses qui peuvent mettre en danger le côté puritain du réseau social ou sa pérennité, ils risquent de te freiner un petit peu. Et on le voit très bien sur ChatGPT, dès que tu poses une question chelou, il te répond un truc conventionnel. Donc c'est normal, parce que sinon, les gens ils feraient des captures d'écran de ça et ils iraient porter plainte en disant bah, « Regardez, j'ai vu ça sur Instagram alors que mon enfant a 8 ans. » Donc ils veulent juste survivre. Donc très clairement, si tu fais des choses qui vont à l'encontre de leur stratégie, ils vont te bloquer. Et je ferai pareil et tu ferais pareil. Juste une fois que tu as accepté ça, tu te dis « Ouais putain, mais grave. » Donc il faut juste… une des valeurs moi, qu'il y a dans ma boîte, c'est gagner, mais avec classe, tu vois. Gagner en respectant les règles. C'est-à-dire, c'est quoi les règles du jeu? Ok, bah on va gagner exactement en jouant dans les règles du jeu. Et donc, il ne faut pas essayer de carotte parce qu'ils sont plus intelligents. Surtout avec l'intelligence artificielle qui doit être partout maintenant chez eux. Ils savent si tu es en train d'essayer de mettre des robots, de reprendre les mêmes hashtags, de follow and follow, de tout ce genre de trucs. Donc, juste, ouais, il faut gagner selon les règles. Et donc, toi, tu ne conseilles pas forcément de refaire un compte, juste respecter les règles à partir de maintenant? Pour moi, il n'y a pas de shadow. Alors, ça, pour le coup, je ne le sais pas, mais ce que je pense, c'est qu'ils ont une inertie. C'est-à-dire que… Tu gagnes des points. Ouais, pour moi, tu gagnes des points. Franchement, ouais. Il faut que tu regagnes des points, je pense. Bah, je pense qu'ils ont mis une valeur d'un point de vue code, ils ont mis une valeur de dégradation, tu vois. Donc, genre, de la même manière, si tu postes des trucs super viraux et tu postes pas pendant 4 mois, ton truc, il a baissé en termes de points. Si tu as été shadowban, il va peut-être de moins en moins te le faire. Et ça marche aussi, il y a des croyances qui sont plus je mets de pub, plus derrière, quand je poste, je me fais dégommer par le réseau social. Genre, j'ai observé que quand je faisais de la pub, derrière, ça reachait moins. Pas exactement, c'est mathématique aussi. C'est-à-dire que quand tu postes, ça plaît à tes audiences. Si tu mets de la pub, ton score de à quel point ça va plaire, il baisse. Parce qu'en fait, tu vas diffuser à une beaucoup plus large audience, donc tu auras plus de likes, mais tu auras saoulé beaucoup plus de monde. Et donc en fait, quand on regarde ton score, il est juste pas ouf. Et donc en fait, quand tu repostes sans pub, bah, au lieu d'avoir plus, comme d'habitude, à 10% de ton audience, là, tu n'auras plus à 1% de ton audience parce que tu auras touché plein de gens qui s'en foutent. Donc tu repars sur une base de 1% et il faut un peu de temps pour que ça regrossisse. En fait, c'est un diesel qui a de l'inertie.
Mais je ne crois pas qu'il y ait une volonté de t'arnaquer des réseaux sociaux, de dire « il a payé, donc je vais peut-être… Non, c'est plus simple que ça, c'est genre… mathématiquement, parce qu'il y a des gens qui payent, et ensuite, quand ils arrêtent de payer, ça continue à s'envoler parce que leur truc reachait de base, enfin, faisait du buzz de base. Et d'ailleurs, j'en profite pour une mini parenthèse sur ça, aussi sur les trucs mathématiques et les croyances. Moi, ma reco, si vous voulez booster des choses, c'est une stratégie de pub et de marketing, c'est jamais il faut booster un truc qui ne marche pas histoire d'augmenter tes chiffres, il faut uniquement booster ce qui marche le mieux, de la même manière qu'on fait en vrai dans une vraie stratégie de vente, ça marche aussi pour vos produits, il faut mettre des remises sur ce qui marche le mieux. Ce qui marche le mieux, si tu boostes par des remises ou par de la pub sur tes réseaux sociaux, c'est ça qui va s'envoler to the sky. Donc, booster ce qui marche déjà. C'est pas exactement ta question, mais ça m'y fait penser. Merci. Merci beaucoup.